bienvenue dans ce nouvel épisode d'Humeur humoristique. Aujourd'hui, je reçois pour son tout premier podcast le stand-upper et comédien Ino JP. Comment ça va ? Ça va. Je suis très impressionné par ce qui se passe en ce moment. Il ne faut pas, à ton aise. Juste avant d'enregistrer ce podcast, on était au Bobby Bao à Bruxelles pour 1 heure de ton spectacle. Comment as-tu ressenti ce spectacle ? Écoute, ça a été. Je suis pas satisfait. Je sais que j'ai déjà pu faire mieux de manière globale, et donc tu as un peu cette frustration de ne pas avoir fait ta meilleure performance comme on aimerait toujours l'avoir faite. Surtout que j'avais fait une performance très très bien la semaine d'avant. Voilà, et là il y avait des amis à moi qui ne m'avaient jamais vu sur scène, et donc c'est quelque chose qui m'intimide un petit peu et qui parfois me provoque plus de stress que d'habitude. Donc voilà, mais l'un dans l'autre ça a été, enfin voilà, je chipote un peu, mais c'est juste que tu as toujours envie que ce soit parfait ou en tout cas extraordinaire, et là ça a été juste très bien, mais c'est peut-être un problème de luxe de se dire ça a été juste très bien. Est-ce que tu es un perfectionniste ? Oui, je pense, mais un perfectionniste très fainéant. Je passe beaucoup de temps à penser à ce que ce serait si c'était parfait, mais je mets pas énormément d'actions en place pour que ça le soit. Donc du coup, c'est pas un perfectionniste genre qui râle parce qu'il a pas fait les 10 derniers mètres. C'est plus qui a du mal à faire les 10 premiers et qui est en train de pinailler, alors qu'en fait ça va. Hein. C'est quelque chose qui est un peu handicapant en fait. J'ai dû beaucoup travailler sur le fait de se dire, comme on dit, better done than perfect, pour se dire bon allez, tant pis, on s'en fout, on y va, c'est pas grave. J'ai un petit post-it dans ma chambre où il y a marqué Remember, nobody cares. Et c'est quelque chose que je dois répéter très régulièrement parce que je sais pas pourquoi je me mets parfois des pressions un peu incroyables sur des détails finalement très peu importants. Mais en tant que public, moi je peux te dire que ça s'est vraiment très très bien passé. Moi je vois le progrès parce que j'avais vu la toute première ébauche de ce spectacle. Ouais. Et là, pour moi, c'est le jour et la nuit, c'est tellement mieux maîtrisé, plus abouti. C'était très très drôle. Moi j'ai beaucoup ri. Merci. Il y a beaucoup de blagues que je connaissais et j'ai quand même ri. Et ça montre que la blague est forte. Tu arrives au bout de ton rodage ou tu penses que tu vas encore le roder un petit peu avant de dire c'est mon spectacle, mettre un titre Non, là j'ai fait ça pendant longtemps de vouloir être dans un espèce de flou de oui, je suis en rodage, voilà, comme ça je mets un peu ce que je veux, je dis un peu ce que je veux, etc. Et là, pour la rentrée maintenant, parce que c'est comme ma 2e année professionnelle, je suis rentré de Montréal début 2018, et donc la première année c'était l'année passée, puis maintenant c'est ma 2e année que je considère comme pro, et j'avais envie d'avoir un spectacle ici maintenant à la rentrée 2020, quoi. Tu vois, c'était mon objectif de 2020, c'était d'avoir 1 heure. L'année passée, le mot d'ordre c'était un peu genre je dis oui à tout, tous les plateaux, tous les machins, des premières parties, des 5 minutes, des trucs. Je me suis retrouvé mon gars à faire des trucs au tacos de Charleroi, enfin je disais oui à tout. L'important c'était vraiment de roder des 5 minutes et des 10 minutes dans toutes les circonstances et de construire comme ça petit à petit un truc. Puis j'ai fait beaucoup de 30-30 l'année dernière, et là cette année l'objectif c'est d'avoir 1 heure que je considère aboutie pour la tournée en Belgique et que j'ai envie de présenter à la France aussi. Donc l'idée c'est là maintenant, je vais jouer un petit peu à Paris, tout doucement, à la petite loge, et en essayant de tourner ici en Belgique avec mon spectacle. Donc de dire finalement, ok, je mets une affiche, je mets un titre, et c'est parti, et on y va, et tant pis, et comme ça te donne aussi un peu la liberté de toujours se dire, t'es en rodage, tu te sens libre de faire un peu n'importe quoi, mais au final, c'est un peu comme quand tu veux pas t'engager dans un couple, tu vois, il y a un côté où tu t'enfermes parfois toi-même à l'extérieur, parce qu'en gros, tu vois, t'es jamais défini, mais de l'autre côté, ça te bloque aussi dans le fait d'avancer quelque part, parce que maintenant, moi, je me rends compte que j'ai ce spectacle qui parle beaucoup de mon identité, et beaucoup de d'où je viens, qui je suis, blablabla, mais j'ai de plus en plus des envies d'autres choses et des envies d'écrire sur d'autres sujets où je trouve que c'est encore un peu jeune pour l'intégrer dans cette version-ci, mais où voilà, je suis content maintenant d'arriver à quelque chose qui me permette de partir sur autre chose. Voilà, je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, franchement si. Est-ce que tu as déjà ton titre en tête ? J'ai déjà un titre en tête et qui est même en train d'être pressé actuellement sur une imprimante. Non, j'en sais rien. Mais oui, il y a déjà des ébauches d'affiches qui sont faites avec un titre, et je vais peut-être pas le révéler ici, mais ça dépend, ça sort quand ? Ça sortirait la semaine prochaine. Ah déjà, ouais, non, alors je vais faire la première, ça c'est une exclue, j'en ai encore parlé à personne, c'est que je vais faire la première de ce truc-là au Théâtre de Poche à Bruxelles, qui est un théâtre qui n'accueille pas forcément du stand-up d'habitude, mais qui là m'a ouvert ses portes parce qu'ils sont sensibles à tout ce qui est témoignage, ils ont développé un nouvel espace, une nouvelle scène pour tout ce qui est témoignage de vie, etc. Tu vois. Et donc en gros là, bon, ça va être un peu
je pars pas en tournée, quoi, tu vois, c'est un one shot, mais on va faire un showcase, première date à Bruxelles, avec l'affiche, avec le titre, avec tout, au Théâtre de Poche, le 12 septembre. Ouh, on a déjà exclu, magnifique. Dans ce spectacle, on parle essentiellement de tout ton parcours, de toute ton histoire, donc si on veut donner des petites infos comme ça pour situer un peu les gens, tu es né au Rwanda, tu as été adopté par 2 femmes dans les années 80. Oui. Ils t'ont appelé Jean-Paul. C'est marrant, dans la bouche de quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ma vie. Mais oui, oui, c'est ça. Donc je suis un peu à l'intersection de beaucoup de thématiques qui sont fort discutées actuellement. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas, qui sont plus discutées qu'avant, j'ai l'impression. En tout cas, plus globalement. Et donc ouais, ça fait déjà pas mal de matière à discuter. Mais après, tu sais, moi, c'est un truc qui m'a longtemps bloqué aussi, paradoxalement, parce que j'avais l'impression que c'était pas moi qui était drôle, que c'était mon histoire qui était drôle. Et que donc, du coup, je devais me prouver par tous les moyens que je pouvais être drôle sans parler de ça. J'étais à Montréal à faire l'école, là. Et en gros, là, mon objectif, c'était vraiment de revenir avec un 5 minutes qui ne parle pas du tout de ça. Et donc, de prendre un sujet bateau, et là, ça aurait pu être le café, le sel et le poivre, les voitures, enfin, j'en sais rien, mais de prendre un sujet lambda qui pouvait être traité par tout le monde et de voir comment j'en fais un 5 minutes qui soit incontournable. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai pris les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Et au final, ce que ça a révélé, c'est que oui, j'ai essayé d'écrire un 5 minutes sur les animaux de compagnie, et c'est drôle et ça fonctionne, mais au final, dedans, je vais quand même parler de racisme, parler de, je sais pas moi, de choses qui me touchent de près ou de loin, de masturbation. Les thèmes ont été abordés, c'est bon, on a racisme et masturbation. Oui, ok, voilà. Ça, si vous voulez savoir c'est quoi, dans quel... Mais c'est d'ailleurs très très drôle, je viens d'avoir le spectacle, donc tout est frais dans ma tête, et... 60 minutes de racisme et de masturbation de gens. Il y a plus que ça pour ne pas limiter le spectacle, mais tout était vraiment drôle. Et moi, c'est ce que je t'ai dit ici après le spectacle, je trouvais ça vraiment chouette que tu abordes un peu plus le racisme et que tu attaques de front le sujet, qu'avant, je trouvais que c'était plus contourné. Ici, tu abordes le thème, comment ça t'a affecté dans ta vie, et avec des anecdotes, avec des choses très drôles. Mais merci, écoute, merci. Je ne sais pas si tu es à l'aise avec les compliments, mais c'est le podcast du compliment. Non. Ah, ok, mais keep it coming. Non, au contraire, je suis pas toujours forcément super à l'aise. Moi, je disparais toujours dans un espèce de vortex. Quand on me fait des compliments, il y a toujours un moment de snap comme ça, de sidération où j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de moi et où je suis là, oui, ok, et où j'attends juste que ça s'arrête. Mais bon, en plus là, ça fait encore beaucoup plus présomptueux de dire oui, non, moi je suis pas prêt à compliments, j'attends juste que ça s'arrête. Je sais pas comment réagir de manière appropriée. Je sais que c'est un travail, mais donc ouais, je sais pas encore comment réagir par rapport à ça. Enfin, maintenant ça va mieux, mais pendant longtemps, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur humainement de ce qu'on me disait. Et en gros, quand on va te dire ouais, c'est super bien et tout, mais moi je me sentais tellement nul dans plein d'autres aspects de ma vie et pas abouti que ça me semblait fallacieux. Enfin, en gros, j'avais l'impression d'être... à la fois, c'est le syndrome de l'imposteur, mais à la fois, c'est aussi... j'avais l'impression d'avoir vraiment menti. Enfin, ouais. Mais maintenant, je commence à être un peu fier de ce que je fais parce que le nombre de fois où ça fonctionne bien est plus rapproché. Tu vois, parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait qu'en fait, une scène où ça se passe super bien, les gens vont dire « Ah, c'est extraordinaire et tout ». Mais en gros, les 3 fois d'après, ça va pas être aussi ouf. Et donc toi t'es là, putain, mais oui, ok, tu me dis ça aujourd'hui, mais je sais bien que c'est pas vrai dans l'absolu, parce que là je viens de vivre 3 scènes d'affilée où c'était pas du tout ça, et donc je sais que c'est pas, tu vois, que c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Mais là, comme maintenant ça se passe de manière un peu plus systématiquement bien, eh ben je commence à me dire, ouais, j'ai un produit qui commence à être bien. Dans l'absolu, hein, on n'est pas non plus, tu vois, c'est pas la pierre philosophale, mais quelque chose dont je me dis, oui, c'est potentiellement qualitatif. Ok, et donc je vais distiller mes compliments au fur et à mesure du podcast et pas d'un bloc. Le gars, il te pose une question, moi je réponds par 3 km de n'importe quoi. Aucun problème. Fais-toi plaisir. Je suis vraiment content de faire le podcast avec toi. Tu es dans les premières personnes que j'avais contactées. J'ai pensé podcast, je me suis dit, il faut que je parle avec Ino, d'office. Il faut que je parle stand-up. Je suis sûr que ça va être intéressant. Merci. Donc maintenant, je suis très content de le faire. D'ailleurs, on a commencé à enregistrer à 1h30 pour vous montrer que je suis enthousiaste, mais je voulais absolument le faire. Hey, mais là, on est vraiment dans la vraie vie du stand-up. Genre, on a fait le show, on était boire des verres, et maintenant on parle de stand-up. C'était, enfin, tu vois, genre,
hormis les micros, c'est une vraie soirée de stand-up à Bruxelles. Vous avez un extrait de la vie de stand-upper. On parle d'humour après avoir fait de l'humour entre humoristes. On avait envie de faire ce podcast déjà avant le confinement, puis le confinement a compliqué un petit peu tout ça. Toi, tu m'as dit, pendant ce confinement, tu en as profité pour faire vraiment pas mal d'introspection. Comment s'est passé ton confinement? Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai été ici, dans l'appartement où on est. Je suis en coloc, on est à 3, sauf que pendant le confinement, on était à 2. Donc j'habite avec 2 filles, mais l'une était confinée en couple, et donc j'étais tout seul avec l'autre, qui est dans une situation un peu particulière parce qu'elle est enceinte. Et donc du coup, on a vécu ça à 2, quoi. Mais c'est pas moi le père, hein. c'est pas très clair. Mais pour les gens non plus, c'était pas clair. On allait faire les courses ensemble, et les gens, ils étaient là, j'étais là, non, c'est pas bon. Mais bon, laissez tomber. je pouvais pas expliquer, mais donc c'était gay, quoi. J'ai découvert cette partie-là j'allais dire de l'humanité, mais parce que j'avais jamais côtoyé aussi quotidiennement une fille enceinte, et ce que c'est, tu vois, comme transformation jour après jour, c'est perturbant, quoi. C'est fragile et beau, quoi, la vie. Enfin, tu vois, c'est marrant. En gros, c'est juste pour dire que la situation faisait que ça se passait bien. Parce qu'il y avait de l'entraide, il y avait de la solidarité. Et en plus, voilà, on est quand même dans un espace relativement grand. Hein. Je pensais beaucoup à des gens qui étaient dans des espaces plus petits, dans des villes très grandes, mais où justement, tout l'attrait, c'est la ville. Et toi, t'es reclus dans un 30 mètres carrés sans espace. Coucou les Parisiens. Mais c'était confortable. Mais pour moi, c'était confortable et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que j'avais besoin d'avoir ce temps. J'avais besoin d'avoir ce temps d'introspection et d'arrêt et de ralentissement, et oh my god, parce que moi tu vois, du coup ça a été une bénédiction, quoi. Je l'ai jamais formulé aussi clairement, je sais pas si je l'ai conscientisé à ce point-là, mais j'allais presque dire merci, et c'est absurde parce que en même temps je culpabilisais parce que je me dis, tu vois, comment ça se fait qu'à un moment où le monde va aussi mal, j'aille aussi bien. D'ailleurs, j'en parlais en chronique à la radio, mais parce que je vivais ma vie comme quelqu'un qui est parti en vacances et qui a l'impression d'avoir laissé le gaz allumé et les fenêtres ouvertes et qui peut pas revenir, quoi, tu vois, et qui est tout le temps avec un espèce de poids. Et là, en une fois, je pouvais revenir chez moi, tout fermer, mettre de l'ordre et m'assurer que tout était bien pour repartir, quoi. Enfin, comme un gars qui courait sans lacets, quoi. Et là, enfin, je pouvais faire mes lacets parce que moi, j'avais pas mal de choses à guérir, à reconstruire. Enfin, je suis encore dedans, hein, mais j'avais beaucoup de travail. J'avais un espèce de chantier intérieur qui n'est pas terminé et qui l'est sûrement jamais, mais ça m'a fait du bien de pouvoir y travailler à 100%, quoi. Et sans être dans l'humour, forcément, tu vois, de pouvoir se poser toutes les questions, de pouvoir se dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, et maintenant que j'ai quand même réussi à le faire un peu, parce que moi j'avais l'impression qu'il y avait que ça que je pouvais faire un peu correctement, quoi, tu vois, mais que en dehors de ça, j'étais un peu foutu, quoi. Et maintenant que j'ai repris confiance en moi sur pas mal de choses, je me dis je pourrais très bien faire autre chose. Et en plus, comme on a vu à quel point tu vois, pendant le confinement, en tout cas dans les premiers temps, à quel point tout ce qu'on faisait n'avait vraiment pas vraiment de valeur en ce qui concerne d'aider l'humanité quelque part, tu disais, mais en fait ça sert à rien, ce qu'on fait c'est vraiment un truc d'enfant gâté qui a juste envie de faire son petit spectacle dans sa chambre, et sa chambre étant le monde, mais que t'invites un peu, tu vois, comme quand t'es petit, que t'invites tes parents pour dire hey, on va faire du théâtre, tu vois. Et j'avais l'impression que c'était ça, mais adulte, et je me dis, mais quelle espèce d'enfoiré suis-je pour penser que je pouvais faire ça. Enfin, je sais pas. Du coup, ouais, grosse remise en question. Après, ce qui est bien, je trouve que le confinement a permis aussi de se rendre compte que justement tous les métiers artistiques étaient nécessaires en deuxième plan, tu vois, parce qu'une fois que t'as sauvé des vies et que tout le monde est en bonne santé, ok, on se fait chier, quoi. Donc il faut quand même, tu vois, il faut se divertir, il faut se transmettre des informations, il faut se faire vivre des émotions, et c'est là que 36-15, les artistes, on est là. Le confinement m'a mis en confiance par rapport à la valeur du travail artistique, que ce soit en musique, en télé, en radio, en cinéma, en livre. Et donc tu dis oui, en fait, oui, ça sert. Et l'excuse que je me dis, parce que parfois c'est une excuse de dire, ouais, ça sert à rien, je vais faire autre chose. Moi j'étais là, non, je vais reprendre des études d'infirmier. En fait, non, je vais faire ça, et je vais le faire bien, mais ça va demander du travail, ça va demander peut-être des choses, encore une fois, pas confortables, quoi, comme effort. Du coup, t'as profité de quelque chose d'assez négatif au final pour en retirer quelque chose de positif, donc non, mais c'est vrai. En résumé, je trouve ça super intéressant parce que comme tu le dis, on n'a pas un truc qui est un métier quand t'es humoriste qui est primordial pour la vie de chacun, et en même temps, d'une certaine manière, je pense que je crois que sans l'art, il y a, je sais pas, ça perd de son goût, de son charme, la vie, quoi. Ouais, et après, sans vouloir non plus faire
la table ronde des portes ouvertes. Tu vois, quand je terminais le spectacle là tantôt en disant du peu de choses que je sais, j'ai l'impression que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Mais là, il y avait un peu ce truc de se dire, ok, si j'arrive à bien faire mon petit truc qui a l'air très égocentrique et très égoïste à la base, ben ça peut quelque part, à un moment donné, divertir pendant 10, 15, 60 minutes des gens qui à ce moment-là ont besoin d'être divertis. Et du coup, ça me sert moi, ça sert les autres, win-win, on est parti quoi. Mais après mais il y avait aussi tu vois, on parlait de racisme là tantôt et ouais, ça c'était aussi une grosse remise en question par rapport à ça. C'était le fait que, tu vois, parce que pendant le confinement, il y a eu toutes les histoires de George Floyd et compagnie. Et moi, avant ça, j'avais l'impression déjà de parler beaucoup de racisme dans mon spectacle, parce que je raconte ma vie et donc je raconte des anecdotes qui sont liées à ça, tu vois. Mais là encore, tu vois, j'avais très peur en sortant maintenant que j'allais plus forcément surprendre les gens avec les sujets que j'allais aborder, vu que c'est un truc qui était devenu un débat international, tu vois, et que donc tout le monde s'était fait, inconsciemment ou pas, une opinion sur ces sujets-là. Que donc dès que tu l'abordes, les gens sont déjà là en mode genre tu vois, un peu sur leur on their toes, comme on dit, tu vois, genre pas forcément à l'aise. Il y en a qui veulent en entendre parler, il y en a qui veulent pas du tout en entendre parler. Enfin, en tout cas, c'est déjà un peu clivant d'entrée de jeu, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois, parce qu'avant il y avait ce côté où il y a des gens, ça, c'est la magie du privilège blanc, c'est que tu peux ne jamais y penser. Et donc t'arrivais et les gens ils sont là. Marrant, original, divertissant. Ok, merci, cool, je prends. Tandis que là, directement, il y a eu des débats dans des réunions de famille. Les gens se sont forgés une opinion. Et donc je me disais, est-ce que je vais pas créer plus de malaise? Est-ce que ça va pas être hyper redondant? Est-ce que ça va pas être le truc où les gens vont avoir l'impression que je surfe sur une espèce de vague? Et donc tout ça était aussi un peu un frein à l'idée de se dire youpi, on y va. Et donc j'avais très peur de ça, mais j'ai quand même écrit là-dessus et comme tu disais, de manière un peu plus frontale. Et donc la première scène en sortant du confinement, mon gars, ça n'allait pas du tout, quoi. J'avais l'impression que c'était de nouveau ma première scène de ma vie. Et en fait, ça a été. Et je me suis dit ok, il y a moyen, les nouvelles choses que j'ai écrites ont fonctionné, sont encore à peaufiner et tout, mais ça a marché. Donc quelque part, il y a moyen d'en parler sans que ce soit trop compliqué. Mais moi je pense que la façon dont tu l'abordes est la bonne façon parce que on ne se sent pas attaqué en mode ce que je fais n'est pas bien. Oui. Il n'y a pas d'accusation de les blancs font quelque chose qui n'est pas bien, ils sont privilégiés. C'est pas du militantisme ou quelque chose comme ça. C'est vraiment voilà comment le racisme a affecté ma vie. Et tu racontes des anecdotes où on se rend compte de waouh, il a vécu ça. Il y a des moments où tu racontes des choses, je me suis dit waouh, ça n'a pas dû être facile. Ok, ça, moi, c'est quelque chose que dans ma vie à moi, je n'aurais pas vécu. C'est un peu les privilèges qu'on a J'aurais pas une blague raciste qu'on va me faire pendant des années parce que je ne suis pas racisé par quelqu'un. Et quand tu le dis, on se rend compte de merde. Ok, mais tu arrives à dire ça tout en disant des blagues, on rit et en même temps tu partages un message. Moi, on en parlait dans le podcast avec Farah, moi c'est ce que j'adore dans l'humour, c'est que ça sème une graine, juste de dire j'avais pas pensé à ça, je l'avais pas vu comme ça et après ça fleurit de ton côté, mais t'as passé un bon moment et il n'y a pas quelqu'un qui a forcé le truc. Et du coup, toi-même, tu vas y réfléchir, tu vas peut-être changer des choses, mais personne ne t'y a forcé, tu as juste passé un bon moment, quelqu'un t'a partagé du ressenti, quelque chose de très personnel. Je le dis dans tous les podcasts que j'ai fait, moi ce que je préfère, c'est les humoristes qui parlent d'eux et que je sais que c'est vrai. Donc, c'est d'où les compliments que je veux te faire, parce que j'adore ça, on sent que c'est du vécu, on sent que c'est naturel, c'est honnête, et te connaissant un peu hors stand-up, je sais que tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est toi, sur scène c'est toi, et moi c'est ce que je préfère parce que je trouve ça beau, ce que tu fais est beau sur scène. Les compliments au fur et à mesure, on continue. Dans le podcast, tu sais que j'aime remonter le temps. Oui. J'aimerais savoir comment tu étais quand tu étais petit. Est-ce que tu étais déjà un petit comique ou pas? Tu vois, c'est ça qui m'impressionne beaucoup. Tu vois, j'étais un peu énervé avant de commencer et tout, parce que ça, c'est vraiment le genre de truc auquel j'ai l'impression qu'on a passé un cap, quoi, tu vois. Le jour où t'as un gars qui vient m'interroger sur mon enfance, que ça va être écouté par des inconnus, ça, je me dis, putain, mais là, on est dans une autre dimension. Ok, comment j'étais petit? Le petit Jean-Paul.
J'étais pas forcément le petit comique. J'étais toujours le gars à qui il arrivait des histoires rigolotes. Ouais, tu vois. J'étais toujours le gars dont on parlait. Ah putain, tu sais pas encore ce qui est arrivé à JP quoi. En fait, c'était ça. Okay. C'était toujours ça quoi. Tu vois, moi j'avais un truc, mais un peu sans le vouloir quoi. Tu vois. Ouais, un peu drôle malgré toi. Ouais. J'ai connu ça aussi. Ouais. Par exemple, genre en première secondaire, j'avais 12 ans. On va voir une expo avec toute la classe. Au Ezel. Au Ezel, c'est un espèce de palais des expositions à Bruxelles. Sauf que mon école, elle est à 50 km de là, tu vois, à Wavre, bref, en tout cas. On va avoir une expo, tu vois, c'est un peu le truc mouvement, on va en bus et tout, expédition. Et en gros, on va là-bas, à cette exposition, et c'était, mon gars, je te parle d'un truc, c'était les années 90. Donc c'était exposition multimédia, le truc où on parlait de CD-ROM et de, et de tapis de souris et de machin, quoi. Ah, on remonte vraiment le temps. Ah oui, là on remonte vraiment le temps. Regarde, on est Steve Jobs est vivant quoi. Et donc le truc c'est que moi j'ai fait des concours à gauche à droite parce que c'est le genre de truc où tu te retrouves à faire des petits concours pour gagner une espèce de casquette avec des néons, enfin bref. Et donc moi je fais des trucs et puis à la fin de la journée t'as le professeur, un des professeurs qui dit bon les enfants on va bientôt y aller et donc qui compte tous les élèves, tu vois en disant ah ben voilà ok Sophie 42, Isabelle 43, Jean-Paul 44. Tu vois, et qui dit allez vers le bus, tu vois. Et en gros, donc, il m'a compté, sauf que moi, je sais que j'ai encore un concours en cours dans le fond du palais où je dois aller récupérer un sac machin que j'avais peut-être gagné, je sais pas quel tombola de trucs absurdes pour gagner un CD-ROM. Et donc, je vais chercher ce truc, sauf que mon bus part, parce que les profs pensaient que tout le monde était... Et donc, je sors du palais des expositions en courant avec tous mes sacs de tous mes lots que j'avais gagnés, et je vois mon bus scolaire partir devant moi pour aller 40 km plus loin, mais moi, j'ai 12 ans, donc j'ai pas l'habitude d'être tout seul dans la ville. Et en gros, le truc, c'est que je rentre dans un taxi sans réfléchir. J'explique la situation, je dis voilà, mon bus de l'école, il est parti et tout. Il faut le suivre, quoi. Et le gars, il me croyait pas. Moi, j'avais 100 francs belges sur moi à ce moment-là. C'est 2,50 €, hein, 100 francs. Pour faire 50, tu fais 200 mètres, même pas, tu vois, c'est la prise en charge. Et c'est fini, quoi. Et tandis que là, je lui demande d'aller à 40 km et de suivre le bus de mon école. Et c'est la même année que la sortie de Speed, je te mens pas. Et donc, en gros, on va, et donc il dit, ok, il va avec ce petit enfant inconnu. Putain, mais gars, et nous voilà partis sur les autoroutes belges. Et puis à un moment donné, je dis ah voilà le bus. Et donc le gars il accélère. On arrive à côté du bus et c'était un bus un quart de vieux qui partait à Benidorm. Des gens du 3e âge, rien à voir avec le bus de mon école, pas du tout. Et finalement, du coup, le taximan, il m'amène à l'école et on arrive et je vois encore sur son compteur 3800 francs, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est combien? C'est 75, 80 €, un truc comme ça, tu vois. Qui à l'époque était une fortune et pour moi, dans ma tête d'enfant, c'était genre, tu vois, c'était le PIB d'un pays quoi. Et donc j'arrive, je dis oui, on va aller voir le directeur. Moi j'avais pas d'argent, tu vois. Donc je dis on va aller voir le directeur, monsieur. Et donc j'arrive avec mon chauffeur de taxi dans le bureau du directeur et qui me voit, qui fait ah toi t'es là. Et je dis comment ça je suis là? Il faut se rendre compte que c'est avant les GSM et tout, tu vois, donc il n'y a pas eu de communication. Il fait non, mais parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le bus de l'école, il a démarré, mais je pense 10 minutes après le début du trajet, quelqu'un a capté que j'étais pas dans le bus, tu vois. Et donc ils sont retournés au palais des expositions et ça faisait une demi-heure que la prof paniquée faisait des appels en disant le petit Jean-Paul est attendu à l'accueil, le petit Jean. Donc en gros, ça faisait une demi-heure que tous les élèves, que tout le monde se demandait où j'étais, quoi, tu vois, et que les profs avaient l'impression d'avoir perdu un élève et tout. Et donc moi j'arrive comme si de rien en taxi. Bonjour, monsieur le directeur, veuillez régler la note de ce monsieur, il attend. Il doit partir. Et voilà. Et donc, en gros, ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'arrivait sur une base régulière et qui faisait qu'après, les gens parlaient de ça en disant « Putain, mais lui, c'est parce que… » Et ça m'a poursuivi toutes les années, quoi. Chaque année, j'arrivais dans une nouvelle classe, on disait « Ah, mais c'est toi le gars du taxi !» Et donc oui, donc c'était… Je faisais rire, mais ouais, malgré moi, quoi. Enfin, voilà, parce que moi-même, je le vivais pas bien. J'étais stressé, j'étais paniqué, j'étais surtout très, très maladroit. Waouh! Ça, c'est l'anecdote quand même. Une course-poursuite en taxi avec un bus, magnifique. Ouais. Franchement, je ne m'attendais pas à cette anecdote.
du coup, tu étais drôle malgré toi, mais est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé? C'était quelque chose qui était un peu dans la culture chez toi ou pas trop? Ouais, mais pas pendant l'enfance. Pendant l'enfance, je sais pas, j'aimais bien le cinéma. Moi, j'étais toujours très intéressé par, je sais pas, les grands films et tout. J'étais un espèce de petit Dawson là, quand j'étais petit. Mais après, dès l'adolescence, le début de l'adolescence, là, ouais, dès l'époque Cité de la peur, machin. Là, j'étais dedans. Et les séries, et Friends, et les Simpsons. Et là, j'ai commencé à consommer beaucoup d'humour, mais pas du tout de stand-up, par contre. Enfin, je savais même pas que ça existait, en gros. Je savais même pas, enfin, tu vois. Si, après, j'aimais bien Gad, j'aimais bien Jamel, j'aimais bien tous ceux qu'on voyait de notre côté de l'Atlantique. Mais quand j'étais petit, je sais pas si je peux vraiment avouer ça, parce que... Tu en as trop dit. Dans ma position, c'est moche, on va vraiment m'en vouloir. Et moi-même, je sais pas si je dois m'en vouloir ou pas, mais en tout cas... Est-ce qu'on arrive sur du Dieudonné? Non, c'est pire que ça, C'est que, tu vois, comme je le dis souvent, moi je suis un bounty, que blanc à l'intérieur, dans l'extérieur. Et donc, quand j'étais petit, Michel Leb me faisait beaucoup rire. Magnifique. Je suis désolé, je l'avoue aujourd'hui, comme je peux très bien avouer avoir été très longtemps fan de Plus belle la vie, parce que je trouve que c'est un espèce de récit balsacien moderne, juste feuilletonné à la télévision, mais c'est très riche en personnages et en intrigues. Bon bref, ça c'est pour Plus belle la vie, mais pour Michel Leb, ouais. Ouais, je l'ai vu au théâtre, en tant que comédien, etc. Et voilà, mais bon, il faut imaginer moi avec mes parents blancs, en train de se marrer comme une baleine dans mon canapé à la huppe, en train de regarder Michel Leb se foutre de la gueule des Noirs, finalement, tu vois, et de trouver ça tellement drôle. Mais après, ouais, je sais pas, c'était un peu épidermique, parce que parfois, le truc, c'est qu'il y a des comiques aussi où il y a une vraie puissance comique. Hein, certaines personnes, peu importe leur discours, finalement. Et je trouve que Michel avait ça. Après, évidemment, je ne veux rien défendre. C'est juste un fait. Quand j'étais petit, Michel Leb me faisait rire. Oui, c'est vrai que quand tu as commencé, je ne voyais pas Michel Leb, j'étais là. Alors, quel humoriste est dans des trucs un peu qui peut porter à débat? J'étais là. Alors, Dieudonné, Louis C.K. ou Gad Elmaleh, c'est un des trois, et hop, le Michel Leb qui arrive, je n'y pensais pas. Mais tu vois, je suis tellement blanc que Michel Leb me faisait rire. Mais comme aussi, plus tard aussi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps, je me dis, tu vois, pendant longtemps, Louis C.K. était mon humoriste préféré, et je me dis, encore une fois, je suis tellement blanc que je savais tellement m'identifier aux émotions d'un homme blanc de classe, d'âge moyen, tu vois, plus que à Dave Chappelle, tu vois, paradoxalement. Ça, c'est de l'intégration. Oui, hein. Alors là, mon gars, mais l'intégration, tu veux de l'intégration, tu veux savoir ce que j'ai fait le 21 juillet? Le 21 juillet, j'ai été en direct à la télé ici sur la Une avec Cécile Djounga et Étienne Sercq, qui sont deux humoristes, pour une émission en direct présentée de la Place des Arts, et c'était genre les artistes vont à la rencontre des Belges, quoi, tu vois. Et en gros, je me suis retrouvé, moi c'est un truc auquel j'ai dit, on t'a vendu un truc, on dit... Est-ce que ça te dérange que tu seras en train de faire du stand-up quelque part dans la ville et puis à un moment donné on vient filmer en direct, tu vois, ce qui est déjà suffisamment stressant en soi, tu vois, mais au départ t'es censé être dans ta zone de confort. Si t'as plus de nouvelles pendant des semaines et puis genre une semaine avant, oui il faut vite qu'on fasse une réunion Zoom pour cette histoire de direct la semaine prochaine, oui, et donc en fait pendant la réunion t'apprends qu'en fait c'est pas du tout ça, que tu en fait vas faire un espèce de truc où tu vas essayer d'improviser du stand-up à moitié dans la rue, tu vois. Pour aller chercher les gens là où ils se trouvent parce que pendant le confinement ils peuvent pas sortir, donc on va aller dans les restaurants, dans les appartements, essayer d'amener l'art auprès des gens, à domicile, tu vois. Et donc ça devient une espèce d'interville de la blague, et en gros la mise en scène c'était quoi? C'est ça qui s'est passé. C'est que donc Cécile Djounga est en duplex à Bruxelles et elle dit oui, je suis ici à Kitty-Eno, et on part en calèche sur la grande place de Bruxelles en train de faire des signes aux gens pour on amène l'humour chez les gens, quoi. Et chacun, donc on est trois, chacun dans une couleur du drapeau belge. Tu vois, et la styliste de la RTBF nous dit, et encore je vous ai sauvé parce qu'à la base ils voulaient tous vous mettre en drapeau belge. Quand le gars nous a présenté ça pendant la réunion, j'étais là, mais je peux encore dire non. Je peux encore dire non. Et en fait, finalement non. C'était quand même une expérience riche, mais en partie, je sais que j'ai fait ça parce que je sais que ça aurait rendu mes parents fiers, quoi. Tu vois ça. Qu'elle se serait dit, alors là, on a vraiment bien réussi notre intégration. Tu peux pas, c'est le truc le plus belge que j'ai fait de toute ma vie, d'être le 21 juillet, le jour de la fête nationale belge,
déguisé en une couleur du drapeau belge sur une calèche sur la grande place de Bruxelles. Mais qu'est-ce que tu veux de... Tu vois, moi, si un jour je perds ma carte d'identité et qu'on m'arrête à la douane et qu'on me dit, monsieur, prouvez-moi que vous êtes belge, j'ai dit, mais les gars, allez sur le site de la RTBF, allez voir les images de cette émission et dites-moi que je suis belge. Plus belge que moi, il n'y a pas. Non. Il y a une vidéo qui le prouve. Ah, ensuite, comment était Inno adolescent, genre fin d'adolescence, fin du secondaire? Comment étais-tu? J'étais nonchalant. J'étais très nonchalant. J'étais pas un fouteur de merde, mais je me suis fait virer de beaucoup d'écoles. Ok. En secondaire, j'ai fait 5 écoles différentes en secondaire. Et 3 rétos. Ça, c'est vraiment, je suis resté bloqué. En réto, j'avais jamais doublé, mais en réto, je suis resté bloqué les 3 parce que j'ai abandonné, quoi. J'étais en mode, ça me fait chier, donc je faisais plus. En gros, c'est ça, et du coup, je me faisais virer. Les profs n'aimaient pas parce qu'ils avaient comme pas d'emprise sur moi. J'étais un peu comme une espèce de savonnette que tu t'arrives jamais à choper, quoi. Genre, à la récré, si j'avais pas fini une conversation et que la cloche sonnait, je finissais ma conversation. Puis j'arrivais en retard en classe, mais il n'y avait pas de oui, c'est bon. Enfin, tu vois, c'était un peu en ouais, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, j'étais un espèce de jeune cool à baffer, comme ça, un peu. Mais après, à ce moment-là, c'est vraiment défini, je pense, une envie artistique très forte. Voilà, c'est là où j'ai commencé à lire des livres qui m'ont marqué à vie, à regarder des films et à me dire, j'ai envie de travailler là-dedans, quoi. Pas du tout humoriste à l'époque, je savais même pas que c'était possible. Moi, j'étais toujours persuadé que j'allais vivre de ma plume. Alors évidemment, ça a l'air très pompeux de dire ça comme ça, mais qu'il y avait ce côté de... Mon truc, c'était d'écrire, quoi. C'était d'écrire et de... Par exemple, mes parents me demandaient souvent d'écrire les cartes de vœux pour d'autres. Okay. Pour d'autres personnes, tu vois. Tu vois, ces moments où tu dois lire ta petite carte de Noël que tu as fait en classe, là, tu vois, c'est toujours un moment où je sentais que ce que j'avais écrit provoquait une émotion. Et donc, plus tard, vers 17-18 ans, où tu es un peu à fleur de peau et tout, que tu vis tes premiers amours, que tu écris les lettres aussi, tu vois, donc il y avait ce truc où ouais, l'écrit était devenu une espèce de promesse, quoi, pour moi. Putain, j'ai l'impression de dire des trucs d'écrivain, là. C'était intense par rapport à ça. Mais à côté de ça aussi, le grand drame, ça a été que j'ai découvert le cannabis et l'alcool à 17 ans. Et du coup, comme je dis souvent, moi j'ai eu 17 ans pendant 17 ans, parce que jusqu'au moment où j'arrête de consommer de manière trop intense l'alcool, enfin principalement l'alcool. Moi, ça a toujours été l'alcool qui a le plus posé problème dans ma vie. Et ça a été un peu ma kryptonite, quoi. Vraiment, je dois constamment un peu faire le deuil de mon espèce de vie parallèle qui aurait existé si je n'avais pas bu autant. Tu vois, quand je parlais du travail introspectif en confinement, c'était aussi fort lié à ça, quoi. Tu vois, c'est de réussir à s'accepter, à accepter son passé, à accepter toutes les choses que tu as pu faire dans ton passé dont tu n'es pas fier, la personne que tu as été dont tu n'es pas forcément fier, mais que tu dois d'une manière ou d'une autre tolérer parce que tu vis avec, et pour affronter tout ce qui va venir avec une espèce de sérénité, quoi, avec une espèce de paix intérieure relative qui fait que tu acceptes la lumière, tu vois, si la lumière doit venir sur toi en disant ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a, c'est moi et tant pis, et tu vois, ce fameux truc de dire oui, mais si tout ça n'était pas arrivé, ben, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Oui, en théorie tu peux te le dire, mais ça met du temps à vraiment te dire oui, c'est vrai. Et c'est chouette, tu vois, parce que tu dis oui, pendant longtemps tu dis oui, c'est vrai, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si ne c'est pas passé tout ça. Mais c'est pas pour ça que c'est chouette. Mais aujourd'hui, j'arrive à me dire oui, et le résultat aujourd'hui est chouette. Mais du coup, ça demande quand même beaucoup d'exigences par rapport à la personne que tu es aujourd'hui, quoi, tu vois, pour être fier de soi, en fait, c'est ça. Donc en gros, j'ai une adolescence qui a duré 17 ans, quoi. Avec du coup beaucoup d'irresponsabilité, beaucoup d'immaturité et de conneries, quoi. En gros, c'est ça. Après, je me suis fait des amis qui sont encore des amis aujourd'hui. J'ai vécu plein de chouettes choses dont j'ai oublié, que j'ai oublié, mais aussi beaucoup de choses dont je suis pas du tout fier et dont il ne faut pas être fier. Mais je sais en tout cas que aujourd'hui, je regarde un peu ça avec tendresse. L'autre jour, j'étais dans une rue, là, pas loin de là où j'étais, dans cette fameuse école où je suis revenu en taxi, là, dans cette ville de Belgique, Wavre. Et j'étais dans une rue où j'avais plus jamais été depuis mes 16 ans. Je me souviens, on avait une fois fait une après-midi, on avait mangé des pêches melba, et puis Renaud et Bérénice s'étaient roulés des pelles dans la ruelle. Enfin, tu vois, des souvenirs de quand t'avais 16 ans, quoi. Et donc je me dis, je vois cette rue, et donc je me revois à l'époque.
Et je me pose la question de qu'est-ce que je me dirais, tu vois, si je me tapais sur l'épaule, si je pouvais me taper sur l'épaule aujourd'hui à 16 ans et te faire « Hey, toi là, attends, je dois te dire un truc », tu vois. Et c'est un truc qui m'a obsédé pendant des années en me disant « Putain, si j'avais su tout ça plus tôt et tout, j'aurais fait autrement, si j'avais su ça, machin, quel imbécile, comment ça se fait que je me suis pas rendu compte de ça ». Et là, pour la première fois, c'était il y a quelques mois, pour la première fois, je me disais « Eh ben, si je me voyais à 16 ans, mais je me taperais même pas sur l'épaule en fait. Je me dirais juste… ça va aller, tu vois. Je me regarderais un peu avec une espèce d'affectuosité mêlée de quand même un vague soupçon de jugement de « Ah putain, mais pourtant tu vas en faire des conneries », mais en mode « mais au final, ça va aller. À la fin, ça ira. Donc je n'interviendrai pas, je n'interviendrai plus, tu vois. » Et ça, je pense que ça, c'est un vrai progrès. Parce que du coup, ça veut dire que je suis plus en paix avec la personne que j'ai pu être. Mais du coup, c'est chouette parce que tout ce que tu viens de dire, tu l'abordes à certains moments dans ton spectacle et on voit que tu es, je ne sais pas si c'est en paix, si c'est le bon terme, mais en tout cas plus à l'aise avec ça. Donc tu peux parler des anecdotes que tu as eues avec le fait que tu as bu, les trucs de ta vie en fait qui t'ont marqué, et on voit que c'est pas que tu es détaché de ça, mais que tu peux en parler. Ouais. On voit que tu es à l'aise avec ça et que c'est assumé. Moi, je pense que c'est par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois, c'est que tout ce que tu faisais était beaucoup plus assumé et beaucoup plus fort, parce qu'on se dit tout ce qu'il nous dit, c'est vrai, c'est ressenti, c'est assumé. En gros, pour moi, tu étais un peu monté sur scène et tu te dis voilà qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aime beaucoup parce que je me suis dit hey, il est comme ça, il a l'air trop cool. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je me suis dit c'est une chouette personne sur scène, hors de la scène. On continue les compliments au fur et à mesure. Le fait d'assumer qui t'es sur scène, eh ben paradoxalement, ça vient, en tout cas moi, c'est venu d'un travail qui n'avait rien d'artistique. C'est une prise de conscience très récente, quoi, tu vois, et qui a eu lieu aussi pendant le confinement. C'est le fait de se dire, moi j'avais des attentes un peu thérapeutiques, comme peut-être beaucoup de gens par rapport à la scène, en mode, tu vois, si t'arrives à parler de quelque chose, même de sujets difficiles, des choses qui t'ont blessé, des trucs et tout, si t'arrives à en parler et à trouver les bonnes blagues, à trouver les bons trucs, les bons angles et tout, ça te libère, tu vois, parce qu'à la fois, comme je te disais au début, tu vois, ça te guérit toi, et ça fait passer un bon moment aux autres, paf, win-win, on avance. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que encore aujourd'hui, il y a parfois des trucs que j'ai vraiment vécu ou qui sont pas encore douloureux, mais qui sont pas forcément résolus dans le privé. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'arrive à faire un 5 minutes qui marche sur un sujet, ou que j'arrive à, tu vois, que ce soit le porno, ou que ce soit des choses où les gens se marrent sur un truc qui longtemps a été une souffrance, eh ben ça ne guérit pas forcément, tu vois. En fait, les gens se marrent et toi tu sors de scène et t'es là, ouais mais en fait moi ça me fait pas rire, quoi. Enfin intérieurement ça me fait, tu vois, je trouve ça drôle ce que j'ai dit, mais mais l'émotion elle-même que moi j'ai ressentie par rapport à ça n'est pas quelque chose de forcément positif. Et donc est venue la prise de conscience de se dire, en fait, sur scène tu viens pas exposer tes blessures parce que ça tu les règles en privé, tu viens juste montrer tes cicatrices et raconter l'histoire de la cicatrice, tu vois. Tu viens dire, voilà, vous voulez savoir pourquoi je boite? Bah, je vais vous le dire. Alors, j'ai eu un accident. Enfin, tu vois, mais à condition que ce soit cicatrisé et que tu puisses en parler. Et donc, c'est ce fameux recul. Mais le truc, c'est que les blessures purulentes, tu les soignes en privé et au premier degré, en fait. Il y a des choses qui se règlent dans le premier degré et pour aller dans le deuxième, ben, il faut qu'elles soient réglées. C'est ça qui est étonnant, c'est que parfois, avec le même texte, tu peux lui donner beaucoup plus de puissance si tu as réglé des choses perso. Et donc, tu arrives avec une espèce d'énergie beaucoup plus assumée, encore une fois, et qui vont donner une autre dimension au même mot, au exact mot. J'en parlais avec quelqu'un là tantôt, où je disais parfois, c'est marrant, parce que des gens qui m'ont vu plusieurs fois sur scène, un soir où ça se passe particulièrement bien, ils m'ont dit « Putain, mais t'as changé des trucs et tout, c'est nouveau, t'as fait du nouveau. » Tu vois, parfois tu dis « Oui, vite fait. » Et en fait, non, pas du tout. T'as pas du tout, c'est juste, mais toi tu sais que c'est juste que t'es venu avec une autre énergie. Et donc tu dis « Ah oui, mais en fait t'es quand même content, tu le prends quand même le compliment parce que tu sais que même si t'as pas changé du texte, tu as quand même travaillé d'une manière ou d'une autre. C'est quand même le résultat d'un effort, d'un travail qui n'a pas été mis dans l'écriture, mais qui a été mis ailleurs et qui a servi l'écriture et le projet. Donc, quelque part, ça fait partie de l'effort commun à fournir pour avoir un truc qualitatif. Mais putain, c'est tellement de job
Mais c'est gay, parce que le résultat, quand ça se passe bien, vaut la peine. Mais donc voilà, pardon. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le résultat est vraiment top. Je continue avec mes compliments. Vraiment, on voit la maturation du truc et comme tu dis, tu montres tes cicatrices et je trouve ça vraiment bien fait. Moi, ça m'a fait penser un peu à Ken Kojandi quand il parle de tout ce qui est la mort de son père et tout ça. J'adore. C'est horrible de dire ça, mais il parle de la mort de son père et c'est super drôle, c'est super beau. C'est super touchant et on voit que c'est parce que il est en paix avec ça, il assume ça. Si tu le vois qui dit ça mais qu'il va limite pleurer, tu vas pas rire. C'est juste très beau. Oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. S'il avait le même texte, les mêmes mots, le même sketch, mais que lui dans sa vie privée n'avait pas réglé ce souci-là, et comme tu dis qu'il arrivait avec une fragilité, tu vois, bah là tout le monde est mal à l'aise à ce moment-là, tu vois. Oui. Parce que, après, je dis pas, je n'ai pas du tout la prétention de savoir à quel point c'est réglé dans sa vie ou pas, mais parce que je trouve que le public a une espèce de sixième sens très puissant par rapport à la personne qui est sur scène, quoi. Tu vois, il y a un truc où tu peux pas tromper les gens, quoi. Moi, en partie, c'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que tu peux pas esquiver, quoi. Tu peux pas t'esquiver même toi-même. Et comme justement avec l'alcool et tout, avec tous ces trucs-là, c'est des trucs où t'es souvent un peu dans le mensonge, t'es souvent un peu dans la construction d'un espèce de personnage, d'un truc que tu dois gérer une espèce de double vie en fait. Tu vois, t'as un truc où t'as ton espèce de dark side que tu dois un peu cacher, mais que tu es quand même souvent. Et donc du coup, il y a une disjonction un petit peu cognitive et que ça, la scène, ça oblige à réunir les deux et à être entier, quoi. Et moi aujourd'hui c'est en grande partie pour ça que je continue à faire ce métier-là, quoi. Parce que ça me sert à devenir la personne que j'ai envie d'être à la plus grande vitesse possible. Moi c'est un des trucs que j'aime le plus en humour, c'est le côté, c'est tellement vrai, mais à tous les niveaux en fait. Le public, s'il trouve ça mauvais, ça se voit. S'il trouve ça bon, ça se voit. Il y a une réaction qui est directe, qui est immédiate. Donc t'es vraiment dans du vrai. Il y a rien de fake là-dedans. Et l'humoriste, il parle de sa vie, de ce qu'il a ressenti. Tout est dans de l'authenticité. Moi, c'est ce que j'adore dans le stand-up. Je trouve que pour moi, c'est l'art le plus vrai à ce niveau-là. C'est que c'est quelqu'un qui dit sa vérité devant des gens et qui leur réaction, c'est du ressenti direct, immédiat. Mais je trouve ça beau, Réris, que tu ramènes toujours le lien au stand-up, parce que c'est vrai que parfois je suis là putain, mais quand je parle, les gens ils vont croire qu'ils sont débarqués dans un truc de yoga et de développement personnel. Mais ton stand-up est étroitement lié à qui tu es, donc d'office, ce que tu vis dans ta vie influe sur ton stand-up. Surtout pour quelqu'un comme toi qui parle de ce qu'il a vécu, clairement quelqu'un qui fait des blagues sur les pédophiles, il parle pas de sa vie personnelle. Non. Mais je veux dire, il pourrait, mais c'est un autre débat. Du coup, d'office, ça va influer ta vie et je trouve ça vraiment très intéressant personnellement, la discussion que nous avons. Après le secondaire, qu'est-ce que tu fais Oui, en gros, je fais des études, donc je fais 3 rétos déjà, donc ça veut dire que je démarre en retard au niveau de la scolarité. Et en fait, là-dessus, contre toute attente, je décide de prendre une année sabbatique parce que je n'ai pas assez glandé. Et en fait, non, parce que en gros, le truc, c'est que, tu vois, comme tu l'as dit, je suis adopté, donc je suis né au Rwanda. Mais j'ai grandi à Bruxelles, enfin en dehors de Bruxelles, avec des parents blancs, sans connaître ma famille d'origine biologique. Et donc, à 20 ans, je décide de faire tout un voyage pour retrouver ma famille biologique. Du coup, je prends une année sabbatique pour financer toute cette opération. Parce qu'en gros, mon objectif, c'était de partir au Rwanda. Parce que bon, je viens du Rwanda, donc ça veut dire que là, on est en 2004, enfin 2003-2004, c'est 10 ans à peine après le génocide. Je n'ai aucune idée de si je vais retrouver des gens. Tu vois, donc j'essaye de pas avoir des trop grandes attentes, quoi, parce que je sais pas si je vais retrouver des gens, je sais pas si les gens que je vais retrouver, peut-être que je suis issu d'une famille d'assassins, j'en sais rien, peut-être que il y a plus personne, enfin bref. Et donc du coup, ce que je me dis, le seul truc dont je peux être sûr, c'est que si j'ai assez d'argent, je peux prendre un billet d'avion, aller au Rwanda et voir l'endroit, en fait, voir l'endroit où je suis né, voir le pays où j'aurais grandi si j'avais pas été adopté, voir mes origines tout simplement, tu vois. Donc j'avais cette curiosité là, quoi. Après, j'avais aussi la curiosité supplémentaire de éventuellement retrouver ma famille, éventuellement retrouver, mais pas pour genre dire ciao, merci mes parents adoptifs, je retourne, merci pour tout. Non, c'était plus aussi par
c'était instinctif en fait, tu vois, il y avait ce truc de je me regardais dans le miroir et je me demandais à qui est ce nez, à qui sont ses joues, à qui est ce... Tu vois, de se dire qu'il y a des gens qui te ressemblent physiquement quelque part sur la planète et que tu les as jamais rencontrés, c'est troublant, tu vois, et donc tu te dis, bon, faisons ça. Et tu vois, il y avait ce truc, j'avais entendu les phrases de MacGyver dans un épisode qui avait dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et je sais pas, moi ça m'a poursuivi pendant des années. J'ai entendu ça un jeudi après-midi dans un épisode de MacGyver en rentrant de l'école à 14 ans. Et je me suis toujours dit, après la réto, je prends une année sabbatique et je pars au Rwanda. Bon, je savais pas que j'allais en faire 3, mais du coup, à 20 ans, j'ai fait ça. J'ai retrouvé ma famille. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que donc pendant des mois, je fais plein de jobs différents. Je travaillais à la police, mec. J'ai travaillé à la police, j'ai travaillé au ministère des Finances, mais après chaque fois des petits jobs d'appoint, comme ça, tu vois, du classement, des trucs. Mais donc c'est marrant parce que la police, ça veut dire que tu vois, il y a quand même une année où tous les policiers de Belgique réunis ont reçu un courrier où j'avais participé à ce qu'on mettait dans le courrier. Et d'ailleurs, c'était pour les vœux de Noël. Et d'ailleurs, il y avait un tapis de souris, comme quoi c'était une autre époque, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait beaucoup de travail dans l'Eureka, dans des intérims, etc. Et en fait, parallèlement à ça, je fais des recherches pour retrouver ma famille biologique, en n'ayant pas énormément d'infos, en ayant juste le nom de ma mère biologique sur le contrat d'adoption, quoi. Et je retrouve une association de réfugiés rwandais à Bruxelles, en Belgique. Je vais chez eux en disant, voilà, je cherche ma mère. J'ai 20 ans, je cherche ma mère biologique. Je sais juste qu'elle s'appelait comme ça. Est-ce que, par hasard, vous connaissez peut-être quelqu'un qui la connaissait, quoi? Et donc, la directrice de l'association envoie un mail à tous les membres, parce que là, on est avant Facebook, avant Instagram, avant tout ça, tu vois. Donc, il y avait quand même les mails. Donc, on envoie un mail à tous les membres de l'association, et une dame répond, ah oui, j'ai bien connu cette dame, je connais ta maman, nanani, nanana. Long story short, en gros, le truc, c'est que la meuf, elle me dit, je pars au Rwanda dans 2 semaines, écris-moi une lettre, je la donnerai à ta mère, je sais où elle habite. Donc, j'écris une lettre, truc de dingue. J'écris une lettre à une femme que je connais pas, tu vois, mais qu'en même temps, j'ai envie de lui dire que tout va bien et que ça va, mais que voilà, si jamais on peut prendre un café. Enfin, c'est très bizarre. Et donc, en gros, je joins des photos, je joins 20 photos, une par an, pour qu'elle voit qui est la personne que je suis devenue, quoi. Et donc, tout ça part au Rwanda pendant des mois, parce que tu vas jamais au Rwanda pour un week-end, donc ça part pendant des mois. Et donc, la dame revient et elle me dit, ah, une première nouvelle, j'ai été à l'adresse de ta maman, elle habite plus là. Parce qu'en fait, elle habite en Belgique, à Bruxelles. Wow. Je suis là, quoi? Oui. Et d'ailleurs, j'ai été lui remettre ta lettre à Bruxelles et peut-être tu vas avoir des nouvelles de tes frères, puisqu'elle est ici avec ses 3 enfants, qui sont tes frères d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été enfant unique, tu vois, pendant 20 ans, et du jour au lendemain, je me retrouve avec des frères, des cousins, des cousines et tout. Et donc, finalement, un de mes frères m'appelle, je me souviens, j'étais dans la file du Fuse, un vendredi soir, et il me dit, ah, on peut se voir, je dis oui, mais il me dit demain, je dis non, pas demain, parce que j'anticipais une gueule de bois, donc je dis non, lundi, et donc rendez-vous lundi, gare centrale, on se voit, truc de malade, et après voilà, je sais qu'on n'est pas là pour raconter tout ça, mais en gros c'était l'événement le plus marquant de ma vingtaine, quoi, finalement. C'est ça qui a été très déterminant, parce que du coup, voilà, et puis j'ai retrouvé donc ma mère biologique, qui était à Bruxelles, mais enfin, tu vois, ça faisait 1 an que j'économisais pour prendre un billet d'avion, je devais prendre le train. C'était assez intense comme retrouvaille. Malheureusement, quand je l'ai retrouvée, elle était malade, donc elle est décédée 3 mois plus tard, mais ça a l'air triste comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que imagine si aujourd'hui, plus âgé, on va dire, j'envisage d'avoir des enfants et tout, et je me demande, ah tiens, mes parents, enfin bref, et que j'apprenne que, en fait, tout ce temps-là, elle était à Bruxelles et que je l'ai pas vue. Tu vois, donc quelque part, pour une fois dans ma vie, mon gars, je suis arrivé à l'heure, quoi. Pour une fois dans ma vie, en tout cas, j'étais pas en retard, quoi. Et j'ai eu la chance de la retrouver et qu'on partage encore des moments. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'était ça le début de ma vingtaine, et puis après je suis revenu. Et donc je suis quand même parti au Rwanda 3 mois pour voir mes grands-parents, pour voir le pays. Et voilà, ça a fait tellement du bien de se retrouver dans un endroit où les gens te ressemblent. Mon gars, c'était hallucinant. Moi, j'avais jamais vécu ça. Moi, j'étais toujours le seul noir de partout où j'étais. Du coup, là, c'était tellement reposant. Il y avait un truc de vilain petit canard comme ça. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est un des événements les plus marquants de ma vie, parce que ça a duré que 3 mois, mais là, j'étais dans une espèce de vérité, tu vois. Là, j'étais dans quelque chose, j'étais sur mon X, quoi, vraiment. Et je suis revenu de ça, en ayant peut-être l'idée d'écrire un truc là-dessus, de raconter cette histoire et tout, mais encore en me sentant pas suffisamment légitime
pour vraiment prendre la plume et faire quelque chose. Et donc je me suis dit non, mais il faut que je fasse des études, je connais pas assez, j'ai pas assez de culture générale, j'ai pas assez de... Voilà, et j'avais la chance que mes parents acceptaient que malgré 3 rétos et une année sabbatique, je fasse encore des études derrière. Et donc je pars à Liège faire la communication, en gros. Okay. J'ai fait 1 an de romane, mais après ça n'a pas trop été. Donc après j'ai fait la communication et donc j'ai un bachelier en communication à 3 crédits près. C'est ça. Mais c'était hyper intéressant et je le regrette pas du tout parce que j'ai appris beaucoup de choses, justement, de culture générale et le cinéma aussi que j'ai toujours aimé et que là, en une fois, je voyais un peu l'envers du décor et tout. Et je pense que même aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu vois, avec un pote, on parle souvent de qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Même avant qu'on enregistre le podcast, on parlait aussi de, tu vois, des influences non humoristiques dans l'humour, tu vois. Et c'est entre autres grâce à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'humour. Et moi, tu vois, en l'occurrence, les études de communication, je sais que toutes les choses un peu, je sais pas, tu vois, je vais pas faire du name dropping de scientifique là, mais tu vois, ça m'aide encore aujourd'hui pour écrire. Tu vois, genre un gars comme Guillermo Guise, tu vois, qui a fait Sciences Po, ces chroniques ou ces choses ne seraient pas aussi riches en références et en tout ça s'il n'y avait pas eu plein de consommation d'informations au premier degré, quoi. Donc je regrette pas à l'époque de ne pas avoir écrit ma biographie du haut de mes 20 ans. Mais quand même, aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose que je ferais aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose où je me poserais moins de questions. Où, tu vois, il y avait un truc, il y avait un élan que j'ai un petit peu brimé et aujourd'hui j'ai plus ça. Aujourd'hui gars, j'ai fait des stories, ça fait 2 jours que je fais des stories alors que c'est très contre-intuitif pour moi, tu vois. Et donc maintenant j'ai plus ce truc de dire on s'en fout, quoi. Remember, nobody cares. Donc on s'en fout et on y va. Et voilà. Et en gros après commu, bah, j'ai fait un peu j'étais un peu journaliste que. Voilà, c'est un peu ça. C'est que j'ai fait un bachelier en art du spectacle, donc c'était déjà dans tout ce qui était théâtre, cinéma, danse et tout. Et donc j'allais à des spectacles, je faisais un peu des critiques pour des blogs et des magazines et machin. J'ai travaillé 1 an dans un magazine B2B. Oui, là on est dans un truc, mon gars, là c'était un vrai boulot. Pendant 1 an, j'étais vraiment dans le corporate, quoi, tu vois, dans un truc où t'envoies des adresses mail et t'as un adresse mail à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, avec ton nom voilà, tu vois. Les responsabilités selon InnoJP. J'avais une adresse mail. Non, mais c'était, voilà, j'avais un patron, je devais faire un briefing le matin, j'allais dans des usines où je mettais des charlottes sur la tête pour voir, ah oui, alors comment vous faites pour le tracing, etc. des trucs. Parce que c'était un magazine dans un B2B, mais dans le retail. Donc tout ce qui est la grande distribution, quoi, tu vois. Donc c'était un magazine qui est envoyé à tous les patrons de Carrefour, Colruyt, enfin voilà, toutes les grandes enseignes de grande distribution. Et moi je suis arrivé là en intérim pour 1 semaine à la base, mais comme je suis trilingue, ils m'ont gardé pour faire d'autres choses, mais j'y connaissais rien, tu vois, et donc j'ai commencé à bosser dans ce truc où je devais vendre de la pub, je devais téléphoner, genre, tu vois, truc type, voilà, ce mois-ci, gros focus sur les pâtes, t'as tout un portefeuille de clients, t'appelles Bitoni, Panzani, machin, tous les gens, tu leur dis, écoute, on fait notre magazine que je vais pas citer, mais fais un gros focus sur les pâtes ce mois-ci, tu ne peux pas rater cette occasion, Jean-Louis du service marketing de Panzani, alors je te propose, exceptionnellement, un encart en page de droite, à 4 000 € au lieu de 4 500 €, exceptionnellement. Et je trouvais ça tellement absurde parce que tu vends du vent, tu vois, quand tu vends de la publicité, tu vois. Et le gars n'a aucune idée de l'impact que ça... Après, ça a vraiment un impact, mais c'était tellement... Et j'en parle encore avec des potes aujourd'hui où je me dis, putain, à cette époque-là, j'avais beaucoup plus l'impression de faire du théâtre, de faire de la comédie, qu'aujourd'hui, sur scène, en stand-up, tu vois, où tu peux arriver, prendre le micro et dire, ouais, écoutez, voilà, ça va pas trop, je me suis branlé toute la journée, je suis un peu fatigué, j'ai procrastiné dans mon lit. Enfin, tu vois, d'avoir des espèces d'élan d'honnêteté que tu n'as même pas, tu vois... Enfin, je veux dire, nous, on vit dans un monde, le monde est un ascenseur, quoi, où tout le monde fait du small talk. Et donc là, sur scène, tu peux être tellement honnête que dans le métier, enfin, dans les boulots, machin corporate, qui sont bien vus, et après, encore une fois, c'est nécessaire. Je sais pas une question de dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais en tout cas, l'impression que j'avais, c'était beaucoup plus de faire de la comédie, de faire du théâtre, et d'être là, de mettre un costume, d'arriver avec ma petite cravate dans des zonings obscurs. Parce que j'avais rendez-vous avec le responsable, comme de je sais pas qui, et que je devais le convaincre qu'il devait dépenser 4 000 € pour qu'il y ait un paquet de pâtes dans un magazine quelque part que personne n'ira jamais. Enfin. T'avais l'impression de jouer un rôle, en fait, vraiment d'être dans un film. Mais en dehors du boulot, j'avais vraiment beaucoup plus l'impression d'être quelqu'un de normal.
je pouvais aller à un after work en disant ben voilà, je fais ça et nanani nanana et me sentir, je sais pas, intégré d'une manière ou d'une autre à la vie active et voilà, alors que j'avais l'impression de vendre la moitié de mon âme. Mais en même temps, c'était conscient quoi. Je disais bon, ben, je fais ça pendant un moment. Bon après voilà, le problème encore, c'est que j'étais pas assez sérieux. J'avais pas la sériosité de mes ambitions et donc je me suis fait virer. Au final, je me suis fait virer après 1 an, mais ça a été intense quoi. J'ai quand même beaucoup appris quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir passé comme quelqu'un qui aurait passé 1 an au Groenland. Tu vois. Le monde du travail pour Inno, c'est le Groenland. Ah, j'aime beaucoup les comparaisons. Ouais. Ok, mais du coup, comment tu arrives à l'humour? À quel moment ça arrive, cette envie de monter sur scène? Parce que pour le moment, il n'y a pas... Mais il n'y a jamais. Il y a juste, voilà, de temps en temps, je suis content parce que quand je fais un mail d'anniversaire à mes potes, j'ai des chouettes retours sur ce que j'écris. C'est le seul un peu satisfaction de création que tu as. Mais il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait rien à ce niveau-là. Mais Dave Parker, qui est un pote que je me suis fait à ma 2e réto, donc à 19 ans, et qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, lui, qui est quelqu'un qui a très bien réussi sa vie au Groenland, justement, puisqu'il a fait son entreprise, il a fondé son petit marché et ça va bien pour lui. Il vient d'acheter son 2e immeuble, donc ça va bien. Lui, il avait toujours eu un souvenir d'une scène, enfin du théâtre qu'il avait fait à l'UNIF et d'une standing ovation qu'il avait eue et de ce retour public, de cette chaleur que tu ressens et qui ne se paye pas finalement. Tu vois, tu peux être Bill Gates. Tu ne peux pas acheter l'enthousiasme d'une foule qui t'acclame avec sincérité. Je veux dire, tu vois. Du coup, il a gardé l'envie de faire ça, tu vois. Et maintenant, il est devenu humoriste à temps plein. Et il m'a entraîné un peu, bon gré mal gré, dans cette aventure, parce qu'il y avait une semaine qui s'appelait la Kings of Comedy Academy au Kings of Comedy Club. Et il m'a dit, écoute, toi qui as du temps là, parce que moi j'étais journaliste freelance, tu vois, à l'époque. Et donc j'avais beaucoup de temps, je passais du temps à domicile parce qu'en plus, enfin tu vois, je veux dire, comme je te dis, j'avais mes 2 mères, il y en avait une, mais en fait les 2 aujourd'hui malheureusement sont décédées. Enfin comme enfin pas aujourd'hui, c'est bien, mais en gros à cette époque-là, on est en 2014 et en fait il y en a déjà une qui est décédée d'un cancer fulgurant et je me retrouve avec l'autre qui en fait a le cancer des os depuis 10 ans déjà. Enfin qui a à ce moment-là, oui, depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait celle qui est décédée en premier et qui était la plus âgée, avait toujours été super en forme, mais pendant des années, Hélène, elle s'appelait Hélène. Il faut la nommer parce que c'est une personne qui a vraiment, à la fois beaucoup compté pour moi, mais à la fois vraiment apporté énormément d'énergie à cette planète et qui maintenant a disparu et plus personne n'en parle. Parce que voilà, c'est comme ça que parfois les personnes âgées disparaissent et une fois que il n'y a plus personne de vivant qui les a connus, c'est comme si ça n'avait pas existé. Mais donc Hélène était aidante quelque part. Donc mes parents c'était Hélène et José avec 2 E. Hélène était plus âgée, de 6 ans, et s'est retrouvée aidante de José qui avait le cancer des os. Et en gros, elle s'est un peu tuée à la tâche quoi quelque part, tu vois. Et donc du coup à un moment donné on a vu qu'elle allait pas bien et puis en fait quand elle a été faire des tests parce qu'elle voulait pas aller chez le médecin parce qu'elle était toujours oui mais les médecins ils te trouvent toujours quelque chose, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors, nanani nanana. Bref, quand elle a été c'était trop tard et en fait elle avait déjà un truc généralisé, ils ont ouvert et puis en fait ils ont refermé en disant non désolé et en fait quelques semaines après elle est décédée. Et donc je me suis retrouvé avec José qui avait le cancer des os depuis plusieurs années mais qui était quand même encore vaillante, en tout cas mentalement. Et donc à ce moment-là, donc moi je suis dans cette situation-là, je suis à la maison, je viens de me faire virer de mon truc du corporate là, mais en même temps ma mère, donc José que j'ai toujours appelé maman, c'était maman et marraine, tu vois. Donc mais c'est parce que ma mère José m'a adopté en tant que femme célibataire parce qu'à l'époque dans les années 80, tu pouvais pas adopter autrement, enfin pas en tant que couple et tout, enfin bref. Et donc je suis dans cette situation un peu absurde où et ça j'aimerais écrire un peu là-dessus où là je suis quand même alcoolique intense. C'est-à-dire que je me retrouve infirmier de jour le jour et serial noceur la nuit quoi, tu vois. Okay. Et j'avais l'impression qu'on était les deux faces d'une même pièce qui était la maladie mais on n'avait pas la même quoi. Enfin voilà, j'essaye tant bien que mal d'être présent et voilà. Et dans tout ça, je découvre grâce à un podcast de Dan Gagnon
son truc d'Anne Gagnon gratuitement, là, tu vois, que j'écoute voilà, distraitement, parce que du coup j'avais une vie c'était un peu dépressif, quoi, dans le sens où j'avais plus vraiment de boulot, j'en cherchais, mais je m'occupais de ma mère, tu vois, la journée, je faisais à manger, je faisais les courses, enfin c'est pas du tout, voilà, mais mais j'avais 29 ans, tu vois, 29, 20, 30, enfin, et donc j'étais un peu dans un truc entre deux, comme ça, un peu chelou. Et donc je découvre à ce moment-là, grâce à Dan, Louis C.K., parce qu'il en parle dans le podcast. Et donc je vais voir, et pour la première fois de ma vie, je ris très sincèrement à des blagues auxquelles je pensais même pas que ça existait, je pensais pas. Enfin voilà, ça a été un truc de waouh, ok, une révélation, mais sur des trucs à la base un peu dark, tu vois, comme moi-même j'étais dans une situation un peu dark. Bah ça m'a vraiment parlé, quoi. Et donc quand Dave, quelques mois plus tard, me dit ouais viens on va faire ce truc Kings of Comedy Academy, je le suis en disant écoute moi je veux pas du tout monter sur scène, mais je me sens peut-être bien d'écrire, tu vois, encore cette fois que je peux écrire, tu vois, je me sens peut-être bien d'écrire pour toi quelque part, tu vois. Okay, ouais. Et voilà, et donc on fait cette petite semaine qui était une espèce de Starac du rire où il y avait des cours d'impro, des cours de voix, des cours de machin, et voilà, avec Alex Vizorek, avec Dan, justement, Gagnon à l'époque, avec Christine Béroux, enfin bref, toute une série de gens très chouettes. Et à la fin de cette semaine-là, tout le monde doit faire 5 minutes sur scène. Et moi j'avais pas du tout envie, mais bon, c'était le deal, et donc du coup j'y vais, avec Sarah Grosjean aussi. Et donc j'y vais, et Loelia Salvador, je tiens à la citer parce que c'est une comédienne extraordinaire qui a maintenant fait carrière à Paris. Okay. Mais plus dans comédienne quoi, qui est tellement drôle. Salut Loelia, si tu nous écoutes. Et donc je fais ces 5 minutes, la mort dans l'âme, vraiment j'ai des douches en dessous des bras, c'est horrible la sensation. Mais ça se passe bien, tu vois, ça se passe bien et heureusement parce que sinon il n'y aurait jamais eu de deuxième fois. Et là en plus je raconte une anecdote qui est encore dans le spectacle aujourd'hui, de quand je me suis réveillé dans un groupe électrogène parce que j'étais bourré. Et en fait, le truc c'est que tu vois, la peur venait aussi de se dire putain, mais tu te rends compte si tu vas raconter une anecdote de loose absolue et que les gens rigolent pas, mais c'est de la loose au carré, quoi. Tu vois, c'est vraiment pourquoi t'infliger ça, quoi. Pourquoi t'infliger de partager un souvenir douloureux pour le rendre encore plus douloureux. Et donc heureusement, non, il y a eu ce truc un peu transformatif où ça s'est bien passé. Et donc c'est comme ça que j'arrive à l'humour et que je me dis, ok, c'est possible. Et pour la première fois aussi ce truc de l'honnêteté, tu vois, de se dire, de pouvoir arriver et de dire voilà ce qui m'est arrivé à des parfaits inconnus, tu vois, et que qu'on puisse partager une émotion sincère par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Ta première scène, c'est avec l'Académie du Kings of Comedy Club. Après, tu enchaînes les scènes. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une de temps en temps ou tu te dis maintenant je veux faire ça? Non, pas du tout. Non. J'en fais une de temps en temps. Voilà, mais je fais surtout le Next Prince of Comedy quelques mois plus tard. Que tu gagnes en 2014. Contre tout à... Enfin, tu vois, moi, c'est Chloé Debon à qui il faut rendre justice aussi pour tout ce qu'elle fait pour la planète en existant. Chloé Debon qui me dit mais vas-y viens inscris-toi dans ce truc et je dis ouais mais tu vois moi j'avais ce truc, tu vois, j'avais ma mère aussi, tu vois, et en gros parce que c'était un peu il fallait partir le soir, c'était comme tu me dis je sortais la nuit, mais c'était la nuit, mais là c'était vraiment partir, tu vois, le stand-up c'est à 8h, tu vois, donc ça veut dire qu'à 18h t'es parti, enfin bref, c'est compliqué pour gérer les heures de souper, quoi, c'est ça que je veux dire. Okay. Mais donc je fais quand même ce concours et il faut savoir que justement le dernier soir, le soir de la finale, tu vois, c'est un truc où à la fin tu dois faire 20 minutes, tu vois, au début tu fais des petits 3-4 minutes. Et au fur et à mesure, le concours avance, tu dois faire de plus en plus de temps et à la fin, tu te retrouves à devoir faire 20 minutes, une vidéo, une chronique radio, enfin faire full bazar, une demi-heure de matériel que tu as construit. Et c'est pour ça que le Next Sprint, c'est très bien parce que ça te permet vraiment de construire beaucoup de matériel en peu de temps, en quelques semaines, parce que tu es obligé, avec l'adrénaline du concours et l'enthousiasme des gens et du public et qui te suit, et il y a ce truc un peu porteur et donc voilà. Mais donc le soir de la finale, tu es là et j'ai ma mère à la maison qui vient de rentrer après un séjour à l'hôpital et en gros je pars et je lui dis écoute maman, je vais faire ce truc, je reviens, tu vois, parce que c'était la fin d'une longue journée, tu vois, évidemment que je procrastine tout le temps, j'avais pas fait ma vidéo donc j'ai dû faire ça le jour même, donc t'as un gars qui vient chez moi pour m'aider à monter la vidéo, t'as ma mère qui lui a installé un espèce de lit d'hôpital parce qu'elle du coup elle était en soins palliatifs à domicile, en fait elle était en soins palliatifs à la base à l'hôpital, sauf que comme ça c'est trop marrant, tu vois, en gros ce qui se passe c'est que les soins palliatifs c'est cool parce que en gros les gens ils vont pour dire au revoir à la planète, sauf que non tu restes pas des années, enfin tu vois, donc du coup t'as ce truc où t'arrives et
tout le monde est hyper sympa avec toi en disant mais monsieur vous venez le jour comme la nuit, n'importe quelle heure, il n'y a pas d'horaire ici, nanani nanana. Vous êtes ici chez vous, t'as des plantes et tout, c'est un bel endroit, tu vois. Sauf que ma mère était très résistante et au bout je pense de 3-4 semaines. Va falloir y aller maintenant. Il y a une réalité économique qui vient prendre le pas sur ta réalité à toi et où on te fait vaguement comprendre que bon ben soit vous retournez à la maison, soit voilà, mais on peut pas rester, il va falloir libérer la chambre d'une manière ou d'une autre, il va falloir libérer la chambre. C'est comme quand tu es dans un parking, c'est le parking express, hein, tu dois y aller. C'est un parking express, donc t'es bien placé mais pour pas longtemps, tu vois. Elle revient à la maison quoi, et le jour de la finale d'une Express. Et donc c'est un truc un peu chaotique où moi je suis là en train d'essayer de faire une vidéo pour le soir, de machin. Je sais qu'il y aura 80 personnes, j'ai pas encore bien écrit mon texte, mais en même temps j'organise le retour. Donc je suis là, on installe le lit avec les infirmiers, ils amènent le matelas pneumatique parce que tu vois c'est un espèce de matelas en fait qui bouge, qui en fait parce que comme tu ne vas plus trop quitter ton lit, ben en fait tu peux avoir ce qu'on appelle des escarres. Enfin c'est un truc de personnes âgées quoi. En gros la peau va s'abîmer de rester tout le temps à la même position, donc c'est un espèce de matelas qui fait que tu bouges sans bouger quoi, si tu veux, tu vois, pneumatique et qui gonfle, et en gros donc ils viennent installer ça, ils m'installent machin, je suis là maman hop finalement il y a un trou dans le matelas donc les infirmiers doivent repartir et tout ça avec mon pote qui est en train de dire ben donc la musique de Britney Spears il avait 1 minute 22 ou 1 minute 27. Je suis là oui non 1 minute 27, ok parfait pas de problème, et tout en réfléchissant alors Blanche-Neige comment je vais écrire tu vois, et puis oui machin oui maman je vais faire les tartines, enfin en gros ce truc, et j'arrive à la finale, et donc je fais mon truc un peu sans trop y réfléchir, et au moment où Dan, à la fin de tout ça, me dit « Et le vainqueur est Ino JP » et il soulève ma main comme un Rocky là, à la fin de Rocky 4, là, qu'il est complètement détruit et qu'il se rend pas compte, et donc en gros moi je suis là « Mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer quoi ?» Et puis, mon premier réflexe, c'est que je descends de scène et j'appelle ma mère pour dire « Ouais, maman, tu vois, le truc, je suis parti, je suis bientôt à la maison, mais j'ai gagné. » Elle fait « Ah oui, ok. » Et ce moment-là a vraiment changé ma vie parce que pour la première fois depuis des années, j'avais gagné un truc. C'était un succès. C'était un succès. C'est la première fois depuis des années que je recevais des messages de félicitations. Alors que moi, d'habitude, j'étais le gars à devoir envoyer des messages d'excuses, de désolé pour hier soir, tu vois. Et souvent, pas de réponse en face. Mais là, c'était la première fois que je recevais des trucs que le lendemain de ça, t'as Chloé Debon qui m'appelle pour me dire « N'oublie pas que t'as une interview sur Radio Contact à 16h ». Pour moi, c'était une nouvelle vie. Déjà, d'avoir une fille comme Chloé Debon dans mes appels entrants, tu vois, ça, c'était un autre. Il faut savoir que InnoJP trouve Chloé très jolie. Mais il faut savoir que ouais, Chloé a beaucoup de qualités, dont enfin voilà, après les goûts et les couleurs. C'est Farah qui nous a dit ça dans le dernier podcast, c'est pour ça. Ah, Farah a capté ça, putain. C'est vrai. Mais en même temps, je suis sûr que ma Amel, elle la trouve jolie. Enfin, tu vois, ouais, je sais pas, il y a quelque chose d'assez universel, quoi. C'est un peu la Timothée Chalamet des filles. Bref, nouvelle vie, quoi. Nouvelle vie. En décembre 2014, j'ai gagné le Next Sprint. Enfin, j'ai gagné un truc, quoi. Et donc là, je me dis, ouais, l'humour peut être une espèce de... Tu vois, c'est le seul truc où j'arrivais à faire quelque chose, où j'avais l'impression de faire quelque chose correctement, quoi, ouais. Tu vois. Tu te dis, c'est peut-être mon truc. C'est peut-être mon truc, quoi. C'est peut-être, en tout cas, le truc qui peut, entre guillemets, me sauver. Parce que dans tous les autres domaines, d'une manière ou d'une autre, j'arrivais toujours à foirer, tu vois. Quand même m'occuper de ma mère, c'était un peu branlant, tu vois. Donc ça, je me disais, ok, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Tu vois, il y a plein de trucs que je dis dont je pense que j'ai pas beaucoup parlé à des gens, quoi. Ah ouais, mais c'est super chouette. Moi, je trouve ça très intéressant à écouter, franchement. Non, mais c'est là où je me dis, il faudrait que je recommence la thérapie plutôt. Tu vois, simple, moi je suis très... Mais c'est gentil de faire ça gratuitement pour moi, Régis. Je t'en prie, si j'avais su que je pouvais te payer. Ouais. Moi, je fais ça gratuitement, c'est moi qui me déplace, je viens chez toi. Et c'est magnifique. Wow. C'est magnifique, ça. Ah, je suis un service public. Franchement, j'espère que le monde te rendra ce que tu fais.
après le Next Prince of Comedy, donc qui te met un petit peu en valeur. Oui, après au niveau belge, hein, on reste, restons modestes. Mais c'est une petite affiche il a gagné le Next Prince of Comedy, ça te fait entrer dans certains endroits. Oui, qui à ce moment-là était encore, tu vois, c'était genre la 4e ou 5e édition. Voilà, mais à ce moment-là, les gagnants, c'est qui? C'est Laura Lone, c'est Guillermo Guise. Moi, j'ai gagné l'année juste après Guillermo, qui m'a fait croire pendant un moment que j'allais suivre la même trajectoire, et puis. Puis là, j'ai fait mon deuil que non, mais en gros, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que, tu vois, genre l'année où j'ai gagné le Next Prince, à ce moment-là, Guillermo commençait à tourner avec son spectacle et sortait avec Tatiana Silva. Et donc, moi, je disais, bon, ben, j'ai hâte à ma vie dans un an, tu vois. Qu'est-ce qui m'attend? Et il se trouve que c'était la prison. Non, je rigole pas à ce moment-là, mais ouais. Mais c'est encore possible. Tu peux bientôt avoir le succès de Guillermo Guise. Tatiana Silva à toi. Je ne sais pas ce qui t'attend. Je te souhaite tout ça. Mais oui, mais je suis confiant. Maintenant, je commence à être vraiment confiant dans l'avenir. Et bien moi, je suis confiant dans ton avenir aussi. Ensuite, donc, après le Next Prince, tu enchaînes les plateaux, les open mic, les concours d'humour. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur l'affiche du Gang Comedy Bang. Wow! Avec Dave Parker, avec Talib Saritas, avec Julie Doc Gadisser. Julie Lagrande. D'où est venu ce Gang Comedy Bang? Ça, c'est vraiment le truc où c'est un moment hardisson là de mais comment vous savez ça? Mais oui, c'est venu de la volonté de la plupart des gens, on avait fait l'académie ensemble et de se dire mais comment faire pour avoir des dates aux Kings et donc roder des trucs sans avoir la pression d'une première partie de spectacle où tu sais, c'est des conditions difficiles, les gens sont pas venus pour toi, enfin on connaît tous la pression de la première partie où c'est difficile de roder et donc du coup de créer un format qui nous permette d'avoir un peu le sentiment de troupe aussi et je pense qu'on jouait une fois par mois plus ou moins et c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et en plus, on essayait de créer un peu des intersketchs et tout entre nous, enfin de faire des trucs un peu, d'en faire un spectacle complet, enfin sans que ce soit non plus, c'est pas Broadway du tout, mais je me souviens qu'il y avait de la création, quand on se réunissait, on réfléchissait à ce qu'on allait faire et tout, on se faisait des retours sur nos sketchs. Ouais, c'était chouette et productif quoi. Le métier d'humoriste, c'est un truc très solitaire au final, donc avoir des retours, des discussions avec des gens comme ça qui sont aussi dans la création, qui sont aussi créatifs, qui font le même métier que toi, ça te permet d'avoir des échanges, des retours et ça a sûrement aidé au début à c'est très inspirant, ouais. Construire ton personnage sur scène, tes sketchs, ton écriture. Même si, je me suis longtemps cherché. Hein. Il faut savoir que la première fois que je suis monté sur scène, j'étais déguisé en léopard et que j'étais genre le représentant syndical des léopards qui venait, tu vois, en plus j'avais fait, je crois, en son partie à Rémi Cour, j'avais fait un hommage à ce personnage-là, Léo. J'ai plus jamais fait de personnage de ma vie. Au début c'était ça, quoi, parce que je trouvais qu'il y avait une trop grande surprésence du motif léopard dans la mode. À ce moment-là, dans les années 2014-15, je ne sais pas pourquoi, ça m'énervait. Et donc je faisais le léopard qui venait s'insurger contre ça et qui prenait la défense avec des vannes telles que oui, dans la savane. Voilà. On était là, c'est ça qu'on faisait. Ouais. Pitié, si quelqu'un écoute ce podcast et il y a des images de ça, je veux ça. Ah oui, non, tu ne veux pas. si. Ah si, je t'assure que je veux ça. Mais ouais, c'est ça qu'on faisait au début. Mais après, tu vois, le fait je pense, de trouver son personnage et tout sur scène, ça vient quand t'es vraiment attentif. Tu vois, et je sais pas si à l'époque j'étais super attentif. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu plus conscient de ce que je fais et du coup de progresser un peu plus vite. Alors qu'à l'époque, ça s'est bien passé. Même si tu regardes et tout, mais t'as une moins grande prise. Sur ce que tu fais parce que tu le fais pas assez, je le faisais pas sérieusement quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait pour toi 2 ans que tu fais ça professionnellement et c'est toute la différence à mon avis aussi. Et tu fais aussi tes premiers pas à la radio dans le Café Comédie sur Pure FM que je me rappelle écouter quand j'allais au travail. C'était la première année que je commençais à travailler et j'écoutais ça quand j'allais à Bruxelles en voiture. Ah mon Dieu. C'était pile juste avant que je commence où je pouvais pas écouter la fin. Ah, tu devais tellement être frustré. Mais le pire, c'est que oui, j'étais frustré de ne pas entendre ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'entendais des humoristes en Belgique sur une radio. Je trouvais ça super cool. Mais je fais part de ma frustration. Je n'ai pas pu écouter les fins de ces épisodes qui maintenant ne sont peut-être pas disponibles en tout cas. Non, tout de suite, ça n'a plus été disponible. Je pense que la RTBF ne veut pas de ça dans ses archives. Et c'est dommage parce que voilà, c'est un truc, on l'a fait et c'était pour
nous, c'était surréaliste parce qu'au départ, on avait fait 3 scènes dans notre vie et on se retrouve à faire de la radio, à ce qu'on nous propose de faire 1 heure ou 2, je crois que c'était 2 heures d'émission direct de 17 à 19 heures. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Pour remplacer une émission mythique qui s'appelait Les 5 heures cinéma sur Pure FM. Et moi, je pense à l'époque, encore une fois, comme je te dis, j'étais pas hyper rigoureux, je faisais pas ça, voilà, j'étais pas très attentif, mais quand même, je ressentais la pression, je faisais des trucs. Je me souviens, il y a eu Stéphane de Groot, il y a eu Charlie Dupont, enfin. Arnaud Ducré aussi. Arnaud Ducré, ouais. Mais oui, mais j'écoutais cette émission. Moi, j'entendais, et tout à l'heure, nous allons recevoir Arnaud Ducré. Et hop, Régis va travailler maintenant. Allez, ouais. Tu n'as pas Arnaud Ducré. Ouais. Et donc, c'était une première expérience en radio, mais encore une fois, bon enfant, autour de Raphaël Charlier, qui mettait vraiment une ambiance très cabane, comme ça, tu vois. Genre, on est un soir à la cabane, quoi, tu vois, sauf que c'était l'après-midi. Mais donc ouais, c'était cool, mais je suis bien conscient à quel point on était très, très vert pour faire ce genre de choses, quoi. Personne d'entre nous était rodé à l'exercice d'aucune manière. C'était une belle opportunité, mais je sais, de souvenir, ne pas avoir été très satisfait du résultat, en tout cas sur le moment. Mais après d'y avoir été sans savoir, et voilà, et aujourd'hui, aucun regret. Comme on parle des moments forts de ta vie, en 2015, ta vie a complètement changé, car c'est l'année où on se rencontre au festival de Rémicourt. C'est vraiment un moment important. Mais oui, et chaque année, on le fête, et d'ailleurs, on va dans notre... Tu te rappelles? Mais oui, je me souviens, Régis. Et ce festival, le festival de Rémicourt, tu gagnes le prix de l'aide à la création, qui te permet de jouer ton spectacle complet l'année suivante. Ça, mais je ne savais pas que ma vie était aussi longue. Au festival, ici, beaucoup de choses à raconter. Et donc là, gros challenge pour toi, tu te dis l'année prochaine, je dois présenter 1 heure de spectacle. Ouais. Comment tu te sentais au moment où tu reçois ce prix, où on te dit « Allez, on se voit l'année prochaine pour ton spectacle ». Mais c'est marrant, c'est un peu comme à la fin d'une experience, quoi. Tu vois, un peu sonné de « Ah, j'ai gagné, ok, bah super ». Et tu vois, avec le même détachement, mais j'étais quand même investi, tu vois, j'étais content. Mais voilà, c'était les premières fois que je jouais en dehors du Kings of Comedy Club, donc c'était un peu rassurant de savoir que je pouvais fonctionner dans d'autres espaces. En fait, au départ, je me dis « Super, je vais faire un super spectacle et tout, nanani, nanana, j'ai 1 an pour le faire, donc ça va être un super truc. Voilà, j'ai du temps, c'est exactement ce qu'il me faut, parce que moi, si tu m'avais dit dans 3 mois tu vas avoir un spectacle, je suis là, oh non, mon Dieu, ça va pas être possible, c'est beaucoup trop court, qu'est-ce qui se passe, venez, je vais faire des études d'infirmier. Non, mais là tu me dis j'ai 1 an, donc je vois le truc big, c'est ça aussi, tu vois, c'est ça, je sais pas du coup si je suis perfectionniste ou si je suis juste simplement pas du tout réaliste, tu vois, ou pas conscient de... C'est ça le problème, c'est que quand t'as beaucoup de temps, tu surestimes complètement ce que tu peux faire en 1 an et tu sous-estimes ce que tu peux faire en 1 semaine, quoi. Et en gros, c'est pas par hasard que je dis ça, parce que finalement, ce spectacle, je l'ai fait en 1 semaine. Puisque pendant 1 an, pendant les 51 autres semaines, je n'ai fait que procrastiner très activement. Très activement, J'étais devenu un maître dans la procrastination. Ouais, c'est-à-dire que je pensais très très fort à ce spectacle et à sa création, sans rien faire, mais j'y pensais très intensément. Et d'ailleurs, je faisais des sketchs sur la procrastination. Et un jour, je me souviens, j'étais au Kings, et je pense que c'était 2 semaines avant, et que j'avais toujours rien. Et il y a Adrien Arnoux et Shirley Soignon qui faisaient à l'époque un 30-30. Et donc, je parle de cette situation qui commence à m'angoisser en disant, vous savez que en fait, je joue 1 heure dans 2 semaines et j'ai rien. Ils sont là, mais tu dois trop parler de ça, tu vois, tu dois trop parler de ça sur scène. Et du coup, j'en ai parlé, ça a bien fonctionné. Et voilà, et on s'était rencontrés, et c'était cool, quoi. Et d'ailleurs, Shirley a fait ça c'est retrouvable sur Internet, elle faisait des petites capsules YouTube à l'époque, et il y en a une capsule qui s'appelle la procrastination, et on a cette conversation-là. Ok. Mais juste, toi, t'avais pas gagné un truc à Rémicourt? J'avais gagné le prix des artistes. Ceux qui étaient en finale remettaient un prix et j'ai reçu ce prix des 3 années d'affilée. J'ai toujours eu le prix des humoristes. T'es pas en finale, mais nous les humoristes qui allons en finale, t'apprécions beaucoup. J'ai trouvé ça génial. Comment ça se passe pour toi? Quel est ton ressenti sur le jour où tu joues ton spectacle pour la première fois 1 heure devant le public de Rémicourt? Encore une fois, quoi. Déjà, le truc, espèce de vieux titre, c'était En chantier, mais genre enchanté avec le i, en parenthèse.
pour dire en même temps, voilà, les gens me rencontrent, mais à la fois, c'est pas terminé. Donc, il y a une espèce de communication sur le fait que c'est pas abouti. Mais ça va, je le vis bien parce que Kevin de la régie à Rémicourt qui a fait un travail extraordinaire au niveau des lumières et du son et qu'on a fait aussi comme on a pu genre dans les 2-3 jours avant. Voilà, et même moi évidemment sur scène je me plante, j'oublie des trucs et tout et Kevin essaye de me suivre et il y avait du décor, il y avait des machins, il y avait des trucs. C'était très chargé quoi quand j'y repense. Je le vis bien, mais tout en ayant conscience de vraiment du côté très imparfait de la chose et tu vois en sachant pas encore, un peu comme ce podcast-ci qui est le premier, de peut-être pas encore savoir distinguer la partie complètement humour, de récit de vie, de machin, de tu vois un truc où tu as aussi un peu envie de tout mettre, et que ça te fait du bien, mais qu'au final il y a plein de trucs où les gens ils s'en battent un peu les couilles. Enfin, en gros parce que j'ai eu la chance que beaucoup de mes potes sont venus de loin, enfin parce que Rémicourt pour les gens de Bruxelles c'est loin, même si en Belgique rien n'est loin, mais et donc ils étaient venus, j'avais même des gens de ma famille, biologique, tu vois, j'avais mes frères qui étaient là, enfin un cousin, et alors que je parlais justement de la rencontre avec ma mère et je m'attendais pas à les voir, donc c'était émotionnellement très très fort, mais je sais bien que humoristiquement parlant, au niveau qualitatif, c'était en chantier quoi. C'était vraiment en chantier, mais moi-même j'avais même pas une bonne conscience du rythme et tout. Enfin, par contre je me souviens que c'était très intense, genre la veille j'avais genre dormi sur la scène et tout, genre le gars, tu vois, j'ai toujours été un peu trop drama queen théâtrale comme. Et je me souviens que j'avais été voir le spectacle de Félix Radu. J'avais été le voir aussi l'année précédente. Tu vois, parce que l'année où j'ai gagné et tout le monde avait participé, c'était Félix Radu qui faisait son spectacle pour la première fois, vu qu'il avait gagné le prix de la création l'année avant moi, quoi. D'ailleurs, le spectacle s'appelle Les mots s'improsent. Il est incroyable. Félix Radu, vous l'avez écouté avec ses chroniques sur la première. Il est incroyable. Il a un talent fou. Allez voir ce qu'il fait. C'est une plume exceptionnelle. J'ai eu la chance d'avoir dans le podcast. Vous pouvez aussi écouter cet épisode. C'est le moment promo. Quelqu'un qui a un talent exceptionnel, tout comme Ino, que je reçois aujourd'hui. On continue sur les compliments au fur et à mesure. Et donc Félix, qui en plus à l'époque avait que 19 ou 20 ans, je me souviens, fait ce premier spectacle incroyable, et à la fin les gens se lèvent de manière unanime, tu vois. et je me souviens que moi à la fin de mon heure et de toutes ces émotions du week-end et tout, j'ai écrit en une semaine, je fais machin et tout, et le spectacle se termine et la musique part, et j'avoue, je vais le dire, c'est un peu avec la même culpabilité et honte et que j'ai avoué d'avoir kiffé Michel Leb dans mon enfance, que je vais avouer que j'étais un petit déçu / surpris que les gens ne se lèvent pas, mais pas que j'étais sûr que j'avais un truc qualitatif, mais que j'avais l'impression d'avoir tellement donné que en voyant les gens faire mollement ouais genre ouais c'était bien, bravo, j'étais là, ah ouais, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que ça devait sûrement pas, en tout cas du point de vue de la salle, que ça devait pas être aussi ouf que les émotions qui m'avaient traversé dans les derniers jours. En fait, c'est plus ça. Donc, c'est pas pour dire, ouais, j'ai fait un truc de dingue et pourquoi les gens se lèvent pas. Non, c'était la différence, quoi, en fait, entre ce que toi, tu avais dans ta tête, de ce que tu vivais, et en fait, que tu te rends compte que c'était pas forcément raccord, les émotions que tu avais et les émotions que tu as provoquées, quoi. Mais pour avoir été dans le public, pour moi, c'était un très bon spectacle, mais au niveau embryonnaire en fait, il était au début et on voyait qu'il y avait plein de bonnes choses qui allaient arriver. Il y avait des bonnes vannes qui n'étaient pas toujours assumées, des trucs, mais il y avait on voyait qu'il y avait une bonne base, mais on ne voyait pas le spectacle fini auquel on s'attendait peut-être. Bien sûr, sachant que les gens avaient l'idée que ça faisait 1 an que je travaillais là-dessus et que du coup c'est le résultat d'un Sur une semaine, c'est un résultat énorme pour une semaine, c'est clair, ça c'est sûr. Mais j'étais dans le public et je fais partie de ceux qui ne se sont pas levés. Ben bien sûr, mais je comprends tout à fait. Mais parce que c'était au niveau embryonnaire. Par exemple, le spectacle que tu as fait aujourd'hui, si j'avais été un meneur, je me serais levé. Mais je ne suis pas un meneur. J'ai regardé un petit peu. Si des gens se levaient, j'étais parti. Mais je ne suis pas un meneur. Il y a des gens qui se sont levés depuis et maintenant je sais ce que c'est l'émotion d'une salle où les gens se lèvent et donc le résultat qui est attendu. Enfin, en tout cas ici en Europe, parce que au Québec les gens se lèvent plus. Oui, c'est dans la culture
posture, la standing ovation, c'est vraiment, ça m'a plu, je me lève. Ouais. Si je reste assis, c'est que ça m'a pas du tout plu, quoi. C'est le truc un peu de quand t'es dans ton truc, un peu genre comme dans l'amour, quoi, tu vois, où genre t'étais dans ton truc et que t'étais à fond et puis que t'es là tout essoufflé, que tu termines, tu fais alors, c'était bien, que t'as la personne qui est là. Ouais, c'était c'était bien voilà, donc c'était plus ça. Mais évidemment depuis il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai ce souvenir, mais avec aussi des très bons souvenirs. En fait, c'est surtout que j'avais eu l'espoir, et Michel Desobi, qui à l'époque gérait le centre culturel, et même Kevin, tu vois, on avait tous l'espoir qu'il y ait un miracle qui ait lieu, parce que pour que ça fonctionne, tu vois, en n'ayant rien une semaine avant, il fallait qu'il y ait un miracle. Et en fait, ça a été, mais genre le miracle n'a pas eu lieu, quoi. En fait, c'était plus ça. Mais le miracle a lieu aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a. Mais vraiment, j'ai vu la progression et je vous invite tous à aller voir ce spectacle. Et le 12 septembre au Théâtre de Poche, prenez vos places parce que vous allez voir un spectacle qui est très très bon. Ou le 25 et 26 septembre à la Petite Loge à Paris. Et c'est aussi ça qui va être plus compliqué de remplir parce que là t'es quand même en concurrence avec tout le reste de la ville Lumière. Et bien donc les Français qui nous écoutent, allez le voir à Paris. Ensuite tu décides du coup après ça, de passer les auditions pour l'École nationale de l'humour de Montréal. Yes! Pourquoi cette envie d'aller à l'École nationale de l'humour de Montréal? Je comprends tout à fait, mais pourquoi? Ça, c'est le gros tournant au final, tu vois. Ça a vraiment été le gros switch, c'est de se dire, ok, on part au Québec présenter son humour. Eh ben, figure-toi que ça vient grâce à Étienne Serc, en fait. Étienne S, de son nom d'artiste, qui était à l'École de l'humour, a ramené pour la première année, enfin maintenant ça se fait chaque année, mais a ramené sa classe pour faire une semaine, la fameuse semaine québécoise de Kings of Comedy Club. Donc, il ramène toute sa promotion aux Kings. Moi, j'allais souvent aux Kings à ce moment-là. J'étais encore en train de faire l'humour non sérieusement, mais j'allais très souvent aux Kings voir des spectacles. Je rencontrais les gens que j'aimais bien. Je rencontrais Kian, Navo, machin, Yacine Bellouz. Enfin, c'était vraiment un endroit où tu pouvais croiser des gens que t'admirais, avoir des discussions comme on a maintenant autour d'un verre. Et donc, du coup, ouais, j'étais tout le temps fourré là-bas. Et là, il faut savoir que justement, ma dernière maman est décédée à ce moment-là, puisqu'elle est décédée en mai 2015. Et donc un peu plus tard dans l'année, à Noël 2015, qu'arrive donc la promotion d'Étienne avec, à l'époque, il y avait qui? Il y avait Charles Pellerin, Coco Belliveau, Alexandre Forêt. Et en fait, et surtout, qui je rencontre d'abord, la toute première personne qui m'a appris l'existence de l'École nationale de l'humour, c'est Rosalie Vaillant, qui était en Belgique pour je ne sais plus quelle obscure raison, et qui s'est retrouvée à faire la première partie de Funky Fab, ce qui déjà à l'époque était un peu absurde, sachant la popularité des uns et des autres au niveau de l'échelle du marché de l'humour, mais avec toute la tendresse et l'amour que j'ai pour Fab, évidemment. Mais c'est quand même rigolo. Et donc Rosalie, qui est donc aux Kings, avec qui je parle et qui me dit « Ah, tu sais, moi j'ai fait l'école de l'humour et tout. » Je suis là « Quoi? L'école de qui? De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et donc j'apprends l'existence de ce truc, tu vois. Et quelques temps après, je rencontre la promo d'Étienne. Et dedans, je parle beaucoup avec Alex Forêt qui me dit mais pourquoi tu tenterais pas, tu vois? Il me dit t'as rien à perdre à part, tu vois, c'est juste ces $50 tu vois, tu dois remplir un formulaire et c'est $50 que tu vas jamais récupérer, mais au-delà de ça, t'as rien d'autre à perdre, à tenter, tu vois. Et je dis oui, et donc voilà, à ce moment-là, il faut savoir que comme je n'ai plus d'attache familiale et que c'est la première fois où je me retrouve seul, parce que bon, je suis enfant unique aussi, donc pour la première fois, je me pose sincèrement la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps maintenant qui m'a offert et aussi des moyens qui sont venus financiers, ça sert à rien de le nier avec le décès de mes parents. Je me dis oui, pourquoi pas, tu vois. Et en même temps, tu vois, j'avais été sur le site internet et j'avais vu que ça avait l'air tellement sérieux et tellement bien mené et tellement propre et tellement nice. Et j'avais un peu cette idée que, ouais, si t'es dans un environnement aussi clean et aussi, tu vas enfin travailler. Parce qu'en Belgique, j'arrivais pas à travailler, tu vois, j'arrivais pas à travailler de manière professionnelle, l'humour en tout cas. Et donc là, ça avait l'air d'être un espèce d'Eldorado dans lequel je me projetais un espèce d'une version idéale de moi qui allait écrire des choses extraordinaires parce que dans le bon environnement, quoi. Et donc je me dis oui, ok, on y va, tant pis. Et donc je remplis le formulaire, machin, je passe le casting à distance, j'envoie une vidéo, tu vois, qui à l'époque a été réalisée par Thomas François, qui très généreusement a fait un truc rien que pour moi, un de mes passages aux Kings, il a envoyé à Montréal. Et j'ai été pris pour faire le dernier casting. Et donc c'est le dernier truc où ils en gardent une trentaine
qu'ils auditionnent sur 2 jours pour de là en choisir au final de 12 à 15. Et donc je vais faire ce truc quoi. Je fais un aller-retour à Montréal, l'aller-retour le plus cher de toute. Enfin non, depuis il y en a eu d'autres, mais enfin c'était absurde. Je pars pour 4 jours à Montréal, tu vois. C'est la première fois que je partais aussi loin pour si peu de temps. Enfin c'était absurde pour aller faire cette journée où et en fait ils te testent sur plein de trucs, ils te testent sur de l'impro, des exercices de machin, ils te donnent des coupures de presse en disant voilà vous avez 1 heure et écrivez-nous les 3 meilleures blagues que vous pouvez trouver avec tous les coupures de presse que machin. Puis ils te mettent avec quelqu'un, ils disent ah ben voilà toi mets-toi avec Joe. Ok, et on vous donne un texte, voilà, vous allez répéter pendant 1 demi-heure, vous revenez, puis vous nous le jouez. Tu fais ça devant tes potentiels futurs professeurs. Et puis alors, tu le joues, et puis ils te disent, ok, faites plutôt comme ça, nanani. Et donc tu dois le rejouer. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent, par exemple, si tu es à l'écoute. Tu vois, si tu te remets en question facilement, etc. Parce qu'ils testent non seulement tes capacités de faire du drôle tout seul, mais aussi si tu peux être un bon élément dans un groupe, quoi. En fait, c'est ça, parce qu'au final, il s'agit quand même de constituer une cohorte et de constituer un groupe de personnes qui vont travailler ensemble pendant 2 ans. Donc, faut pas se louper, ce qui ne garantit rien, mais en tout cas, la pression, elle est là au départ. Et donc, moi, je me dis, bon, écoute, allons-y. De toute façon, encore une fois, en mode rien à perdre. Au pire, ce sera juste une drôle de journée, quoi. Tu vois, j'aurais passé une journée au Québec. Enfin, tu vois, parce qu'il y a quand même la magie de l'accent et tout quand t'es pas habitué et du coup tu te retrouves, tu vois, c'est très dépaysant quoi, tu vois. Et donc je vais faire ça et puis j'attends pendant 4 jours, la mort dans l'âme, le résultat. Et puis je reçois ce fameux mail qui dit vous êtes accepté à l'École nationale de l'humour. J'étais dans un Starbucks, je me souviens très bien, j'étais sur le Starbucks sur Saint-Denis et je vois ce truc, je fais wow, et j'ai été danser dans la rue mon gars. J'ai été danser dans la rue comme un Camerounais qui a marqué un goal. J'étais très content, je me souviens, je suis parti à l'école et j'ai été offrir des fleurs à Suzanne, la secrétaire. Suzanne Murphy avec qui j'avais eu beaucoup d'échanges par rapport à, tu vois, parce que c'est compliqué, comme moi je venais de l'étranger et tout, j'avais beaucoup d'administratifs et que moi je suis une brinque en administration, ben voilà, c'est ça qui s'est passé. Et ah oui, et dernière chose parce que je pense au Québec, mais du coup je pense à Dan, aussi un truc qui a été vraiment déterminant pendant la semaine de l'académie, c'était le fait que tu vois, c'était l'époque où Dave Parker m'avait embarqué dans cette semaine et que je disais, moi je veux pas monter sur scène, mais je veux bien écrire pour toi, tu vois. Et au fur et à mesure quand Dan nous dit, oui, mais vous savez, l'humour c'est surtout se révéler, nanani, nanana, parler de ses faiblesses et tout. Et moi j'étais là, ouais, mais bon, ouais, ok, mais alors, et donc je cite un espèce d'exemple où je dis, oui, mais bon, enfin, tu vois, c'est tes faiblesses, c'est que tu vois, t'as des problèmes avec l'alcool, que t'habites toujours chez ta mère, que t'es noir et que, enfin, et il me dit, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, tu vois? Et il me dit, mais tout est drôle, absolument. Et donc ça a été aussi un espèce de switch, tu vois. C'était Dan me dire, c'était quelqu'un qui était un geek d'humour à la base, me dit mon gars, mais tu tiens à quelque chose, tu vois. Donc c'est la confiance, elle est aussi venue de ça. Elle est venue de ce moment-là. Et de Flavie, sa femme, Flavie Gagnon aujourd'hui, puisque c'est son nom, qui à la fin des 5 minutes, de mon fameux 5 minutes à la fin de la Kings of Comedy Academy, je sors de scène, au lieu d'en faire 5, j'en fais 17. Je me souviens que Loelia m'avait engueulé d'ailleurs. Mais voilà, mais bon, on savait pas ce qu'on faisait à l'époque, ok. Et donc je sors pour fumer une clope. Puisqu'à l'époque je fumais encore la clope. J'ai arrêté depuis 3 ans, yes. Félicitations. Merci. Et Flavie, qui travaillait au bar à ce moment-là, tu vois, quitte son bar, quitte son service pour venir me rejoindre en me disant, mec, ce que t'as fait là, parce que c'était ma première scène, tu vois. Et elle me dit, mec, c'était ouf, et je regrette que Dan n'était pas là pour le voir, mais elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mec, lâche jamais l'humour, c'est ton truc. Elle m'a dit, j'ai plus ri autant depuis le passage de Corinne Côté, qui était venue 1 ou 2 ans avant. Et du coup, j'étais là, ouais, ok. Mais bon, après, tu vois, tu peux avoir la chance du débutant, parce que bon, je me suis pris des milliards de bides après, mais c'est vrai que cette fois-là, elle a bien été. Mais le fait que la femme de quelqu'un qui est geek d'humour et qui machin, qui voyait tellement de spectacles dans tous les sens, le fait d'avoir quelqu'un qui normalement est fed up du truc, quoi, tu vois, qui en peut plus, et donc qui peut à la limite repérer les choses qui sortent de l'ordinaire, me disent ça, eh ben ça m'a donné cette confiance, quoi. Et donc voilà, fast forward 1 an plus tard, où Alexandre Forêt me dit vas-y tente l'école et que l'école m'accepte. Chaque fois c'était des petites validations qui venaient me renforcer dans l'idée que peut-être oui effectivement ma place était là, quoi. Mais toujours en y allant un peu en mode ouais, vous êtes sûr, sérieux, parce que bon quand même je me suis encore retrouvé dans une situation pas
très glorieuse la semaine passée et je suis pas sûr que je suis le genre de personne sur qui il faut mettre de la lumière. Mais bon, on va quand même y aller. Ça reste encore un peut-être à ce moment-là. Oui, ça reste encore un peut-être, mais avec une conviction profonde que, tu vois, comme je te disais, quand la biographie que je n'ai pas écrite à 20 ans, ben là, j'avais l'impression de pouvoir peut-être renouer avec cette idée de se raconter et de bien le vivre, quoi, avec le second degré, parce que Dieu merci, parce que là, on parle beaucoup sérieusement, mais c'était surtout ça, c'était l'idée de pouvoir se raconter sans avoir l'intensité, que j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop en ce moment, mais l'intensité du premier degré et du truc sérieux, là, tu vois. Et voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour l'élégance, en fait, de l'humour, tu vois, pour le côté... c'est comme de la jonglerie, un peu, tu vois, mais tu jongles avec... avec ton... Non, je vais pas aller au bout de cette métaphore. Mais en tout cas, ouais, de réussir à faire ça, il y avait un côté, un tour de magie, quoi. Je trouve que c'est un tour de magie émotionnelle. Alors ne t'inquiète pas, la discussion ne s'arrête pas là, on s'est encore parlé un bon moment après ça, mais justement, j'ai choisi de faire l'épisode en 2 parties, tellement qu'on était enthousiastes, on s'est parlé jusqu'à 5h30 du matin. Donc la suite sortira la semaine prochaine, on va parler de toute son aventure à l'École nationale de l'humour, de son retour en Belgique et de beaucoup de choses très intéressantes, ses pires scènes, ses meilleures scènes, ses premières parties. Vraiment beaucoup de choses à découvrir, donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, tu peux écouter les autres épisodes, ils sont... franchement pas mal. Je sais pas si je suis très objectif, mais moi je les trouve vraiment bons. Tu peux partager les épisodes, tu peux mettre des étoiles, tu peux donner ton avis, tu peux dire à tout le monde que ce podcast a changé ta vie, même si c'est pas vrai. Moi, en tout cas, ça me fera plaisir. Et ça fera plaisir à tous les artistes dont on parle, parce que ça permettra qu'un maximum de gens puissent les découvrir, et c'est l'utilité principale de ce podcast. Donc voilà, à la semaine prochaine. Bisous. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.